Nous, de l'autre côté, on avait aussi des Marie-Josée Pérec, on avait signé Noah, on avait Shaquille O'Neal, enfin voilà. Donc, c'est ce qui a fait que ça m'a permis de pouvoir rentrer dans le sport et savoir en fait cette double compétence qui était le sport et en même temps des études. Et puis c'était tous les sports. Après, c'était une vie alors que j'avais choisi, hein, mais c'est clair que c'était une journée dans une ville, une autre journée ailleurs, c'était des réunions. Mais c'était participer à des grands meetings, à des grandes opérations sportives. C'était, rencontrer un Shaquille O'Neal qui fait une tournée à Paris sur le Blacktop. Enfin voilà, c'est des gens comme ça. Moi, j'ai posté une photo avec Marie-Jo. On a fait un spot TV. On est parti en voiture avec elle au lac de Com. Voilà, c'est des souvenirs. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient entrepreneurs ou entrepreneureux, sportifs ou sportifs de haut niveau, bénévoles ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Pour cette deuxième saison, nous avons envie de tester une nouveauté. Et ce n'est pas sur ce podcast que nous allons nous empêcher d'agir. L'idée est de mettre en avant les sportifs et sportives en vue des JO de Paris 2024 qui approchent et pour montrer à quel point ils ou elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode d'un ou d'une sportive, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. La nouveauté, c'est qu'un mercredi sur deux, vous allez retrouver les épisodes concernant des entrepreneurs et entrepreneureux, bénévoles ou des personnes engagées. Donc certaines semaines, ça ne sera pas un, mais 2 épisodes du podcast Allez Vas-y. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspirés et pourquoi pas, que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir. Donc Jean-Jacques, écoute, déjà merci de me recevoir à Aix-en-Provence. C'est un podcast un petit peu particulier puisque je suis en vacances et on s'est retrouvé entre guillemets à mi-chemin et donc là je suis dans ta ville. Donc merci de me recevoir dans l'école ESG Sport, hein, c'est ça, à Aix. Donc si vous entendez des bruits de chiens, c'est parce que c'est les vacances et il y a nounou de chiens dans l'école. Avant de te laisser la parole et de te présenter et d'expliquer ce que tu fais, j'aimerais démarrer par ce fameux portrait chinois avec lequel je démarre. Et ma première question du portrait chinois, ça serait si je te donnais un lieu, tu me dirais ? Je dirais pas forcément un lieu précis, mais je dirais oui, la Provence. Voilà, la Provence, parce que je suis né ici, parce que j'ai vécu 25 ans. Après, c'est vrai que j'ai un petit peu voyagé. Après, j'ai un vrai plaisir quand je vais aux États-Unis, parce que je trouve que c'est un pays où il y a pas de limite. Voilà, dans le bon et le mauvais sens, parfois aussi. Mais c'est un pays où moi j'y suis allé très jeune. Et dans les années 89-90, donc à l'époque, pas de téléphone, pas de portable, pas d'ordinateur, donc un peu dépaysé, seul, et voilà, c'est une vraie expérience. Donc je dirais c'est deux espaces. Ouais. Sur les États-Unis, on y reviendra peut-être, mais tu as fait une année d'études aux États-Unis, donc on reviendra dessus. Si je te parle d'un plaisir gourmand, ça peut être sucré ou salé. Ouais, alors moi je suis un peu plus sucré, donc je dirais aller le baba au rhum. Voilà. D'accord, ok. Parce que je suis pas du tout alcool, mais c'est un dessert qui me plaît bien. Alors il y en a plein d'autres, hein, mais je dirais que le baba au rhum, c'est un truc qui me plaît bien. Ouais. En général, quand il y a une carte dans un restaurant où je vois ce produit-là, en général j'essaie de le tester et puis je vois si c'est un vrai produit ou pas. Voilà. Et a priori, effectivement, contrairement à ce qu'on pense, c'est un produit très technique et très, très difficile à faire. Si je te parlais d'une passion, d'un passe-temps, tu me dirais ? C'est le tennis. Voilà, c'est clair, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert, que je pratique depuis l'âge de 7 ans. Et à l'époque, quand on démarrait le tennis à 7 ans, c'était très jeune, parce que maintenant, il y a des jeunes qui commencent beaucoup plus tôt. Mais voilà, ça fait pratiquement 50 ans que je fais ce sport, et même si aujourd'hui je suis un peu blessé, tout ça, j'essaie de jouer dès que je peux, je joue donc avec mon fils. Voilà, donc c'est clairement le tennis, okay. Clairement. Et pour terminer ce portrait chinois, si je te demandais de me citer une personne ou une personnalité qui t'a influencé ou qui t'a marqué? Ça, c'est assez difficile parce qu'en fait, j'ai du mal à me projeter vis-à-vis de quelqu'un. En fait, j'essaye plutôt de voir un peu les expériences, les choses, ce que font les gens.
et après d'essayer de voir par rapport à moi ce que je peux faire. Donc j'ai pas forcément un modèle particulier de personnalité, parce que c'est toujours assez difficile. Parce qu'il y a plein de gens qui peuvent être inspirants. Je veux dire, quelqu'un, quand vous pensez à des Nelson Mandela, ce qu'ils ont vécu, etc., vous dites, voilà, c'est des gens... On peut avoir que de l'admiration par rapport à des gens comme ça, vu la configuration. Vous avez des gens aux États-Unis, des Martin Luther King, des gens comme ça qui ont vécu des choses vraiment difficiles, mais c'est difficile de se projeter parce que c'est pas la même époque. On peut pas se mettre à la place de gens comme ça parce qu'on n'y est pas. Donc j'ai du mal à... Je veux dire, il y a une certaine admiration, mais au final, j'ai du mal à me dire que c'est un modèle parce que, en fait, on est complètement à des situations complètement différentes. Donc, c'est assez difficile. Alors, j'ai des modèles un peu dans le sport. À l'époque, moi, j'ai rêvé. Enfin, j'étais une idole de... quelqu'un comme Björn Borg était quelqu'un qui était quand même assez extraordinaire. Bon, les jeunes vont pas avoir, mais c'est, on va dire, l'équivalent de Nadal aujourd'hui. Ils iront chercher, voilà, mais des gens comme ça... un Carl Lewis, c'était quelqu'un qui à l'époque arrivait à amener sur l'athlétisme des choses incroyables. Mais bon, voilà, il y a des gens comme Cassius Clay ou Mohamed Ali qui ont amené des choses un peu différentes dans le sport. Donc il y a plein de gens qui aujourd'hui peuvent être une source d'inspiration. Et en fait, moi, j'essaie plutôt de me dire il y en a un, ou vraiment, j'essaie plutôt de me dire il y en a un certain nombre où je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Et où je me dis, tiens, ça, effectivement, c'est quelque chose qui est pas mal. Ok, merci pour ce patchwork, c'est intéressant d'avoir ce retour. Avant de parler de ton parcours, comment tu te définirais aujourd'hui ? Écoutez, l'autre jour, je réfléchissais et je me disais, il y a beaucoup de gens qui regardent... moi, j'ai 57 ans aujourd'hui, donc on va dire que j'ai fait... Il y a plus de choses derrière que devant, malheureusement. Hein. C'est comme ça. Hein. En tout cas, professionnellement. Personnellement, j'espère qu'il y en aura encore pas mal. On croise les doigts, voilà. Mais au-delà de ce que j'ai pu faire, j'ai toujours essayé de le faire avec plaisir. Mais après, pour moi, les choses dont je suis assez fier, c'est d'abord que mes deux enfants, aujourd'hui, sont plutôt lancés sur des bonnes bases pour réussir leur vie. Ça, c'est important pour moi. J'en ai un qui est en médecine en 3e année, qui a 18 ans, donc voilà, qui fait du sport, qui a 4-6. J'en ai un second qui a 22 ans, qui rentre dans un cabinet d'audit, voilà, qui a fait une école de commerce. Donc voilà, ma fierté, elle est vraiment là. Après, voilà, j'ai une femme qui est super, qui travaille aussi. Donc je dirais quelque part, la famille, c'est ce qui est le plus important. Le reste, après, c'est des rendez-vous, c'est des passions, c'est des rencontres, c'est... Parfois des déceptions, parce que malheureusement, la vie professionnelle n'est jamais un long fleuve tranquille. Et puis, c'est des moments... Voilà, le sport permet, en tout cas... c'est pour ça que moi, je suis allé dans le sport. Parce que c'est ce qui permet, à un moment donné, de vivre des émotions que vous ne pouvez pas forcément vivre intensément dans d'autres univers. Moi, j'ai travaillé dans une société qui s'appelle Compagnie de Provence. Bon, j'ai vécu la Coupe du Monde de football où il y avait 97% de femmes dans une société de cosmétiques, ce qui est souvent le cas, où en fait, il n'y avait pas de vibration qui suivait parce qu'elles n'étaient pas forcément passionnées par la Coupe du Monde 2018 de football alors que la France gagnait, quoi. Voilà. Bon, j'ai été dans d'autres boîtes où c'était vraiment la fête quand il y avait des succès sportifs. Voilà. L'autre jour, j'ai posté sur LinkedIn... la victoire de Marie-Josée Pérec sur 400 mètres au JO en 96, j'étais chez Reebok à l'époque. Voilà, c'était un moment très fort parce que c'était une athlète qui était sponsorisée. En plus, 2-3 jours après, elle fait le doublé sur 200 mètres. Donc, c'est des moments forts quand vous êtes dans une marque et que vous voyez votre athlète phare qui, en plus, est triple championne olympique. C'est des choses que vous vivez. Donc, le sport, en fait, aujourd'hui, permet ces émotions. Il y a peu de boîtes où vous avez des émotions comme ça. Et aujourd'hui, quand on regarde ton profil LinkedIn, tu te définis comme expert en sport business. Est-ce que ce serait la bonne définition aujourd'hui te concernant ou justement il y en a plusieurs et on va voir dans ton parcours et on va essayer de... On peut dire ça. Moi, j'ai toujours du mal quand les gens se disent experts parce que je trouve que c'est toujours difficile de dire on est un expert de quelque chose parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut être plus expert que vous. Voilà. Je dirais de manière assez humble, j'ai une bonne connaissance de cet univers parce que j'ai travaillé aussi bien en France qu'à l'étranger. J'ai travaillé dans différents univers. J'ai géré des magasins. J'ai travaillé dans le marketing, dans le commercial.
dans l'organisation, dans l'événementiel. Donc, j'ai une bonne connaissance de cet univers-là et je peux en parler. Voilà. Après, expert, oui, c'est toujours pareil. Oui, par rapport à des étudiants qui démarrent dans ce milieu-là, oui, on peut dire que je suis un expert vis-à-vis d'eux. Voilà. Maintenant, par rapport à quelqu'un peut-être qui a fait 10 Jeux Olympiques et qui s'est occupé de toute la logistique, voilà, on peut en discuter. Voilà. Donc moi, j'ai toujours un peu de mal sur ces personnes qui s'estampillent experts de tout. À la télé, on en voit beaucoup. Moi, je dirais de manière assez simple que voilà, j'ai une bonne connaissance de cet univers et que je suis capable d'en parler en essayant d'être le plus professionnel possible. Tu as une forme d'expertise. En fait, c'est vrai que ça passe mieux quand on dit j'ai une forme d'expertise que je suis expert. Oui, après, j'ai travaillé dans des clubs de foot, j'ai travaillé dans des marques en France, à l'étranger. Donc, oui, j'ai une bonne connaissance du monde de la chaussure et du textile avec Reebok. J'ai une bonne connaissance du matériel avec Prince. J'ai une bonne connaissance des gants de ski avec Racer. Bon, voilà. Donc, j'ai des univers aujourd'hui que je connais plutôt assez bien et dont je peux parler. Voilà. Après, si demain on me dit aujourd'hui, est-ce que vous avez une expertise en aviron ? Non. Voilà, parce que c'est clair que c'est pas un univers que je connais bien. Si j'y travaille, je pourrais, mais j'ai pas l'expertise en aviron que je peux avoir en tennis. En tennis, oui, j'ai une vraie expertise parce que c'est un milieu que je connais très bien depuis très longtemps. Voilà. Donc, c'est toujours difficile de dire on est un expert en sport business parce que c'est tellement vaste le sport que voilà, c'est difficile de tout maîtriser, mais bon, on va dire que globalement, j'ai quand même une bonne vision de ce qui se fait. Et je peux avoir un avis sur ce qui se passe, sur les droits télé, par exemple, ou sur des choses comme ça, voilà, par exemple. Et donc, justement, rebondissons sur comment ta carrière a démarré. Elle a démarré justement par le tennis, puisque tu as été sportif de haut niveau dans le tennis. Explique-nous un petit peu comment tu y es arrivé et puis qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas poussé plus loin pour que les auditeurs et les auditrices puissent aussi comprendre que être sportif de haut niveau, c'est pas toujours aller jusqu'au bout. Ouais, en fait, c'est un vrai sujet parce que ça n'a pas bougé depuis ça a un petit peu bougé depuis à peu près 30 ou 40 ans. Mais bon, voilà, dans les années 85, 90, être sportif, c'est grosso modo être assimilé à quelqu'un qui est pas très futé, qui est pas très bon en études. Moi, j'étais plutôt pas trop mauvais, voilà. J'ai fait classe préparatoire Hippocagne, donc c'est comme en fait maths sup mais en lettres, voilà. Et en fait à Thiers, et en fait de manière assez claire, on m'a fait comprendre que c'était pas possible de faire les deux, quoi, voilà. Et à l'époque, j'étais pas trop mauvais en tennis, et donc face à moi, j'avais envie de faire les deux, c'est-à-dire que vraiment, j'avais envie de pouvoir faire aussi bien du sport que des études, et je voyais pas pourquoi on m'empêchait de pouvoir faire que l'un. Un par rapport à l'autre, qui était pour moi un vrai équilibre. Je savais que je ne serais pas numéro 1 mondial, mais entre numéro 1 mondial et être un bon joueur et être capable de pouvoir faire des compétitions à un certain niveau, j'étais quand même en équipe de France universitaire, voilà, donc en équipe de France militaire aussi, donc j'étais pas trop mauvais, j'étais dans les 70 meilleurs français, donc c'était pas complètement nul, et en même temps on m'empêchait de pouvoir continuer à progresser par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je suis parti aux États-Unis, et puis en fait d'études on va dire plus littéraires, où en fait on m'empêchait, mais on m'empêchait là, on va m'empêcher aussi quand j'étais au lycée, enfin bon, c'était des emplois du temps de dingue pour pouvoir arriver à pouvoir maintenir un certain niveau. En fait je suis parti aux États-Unis une année et demie, où là effectivement vous vous dites pourquoi je vis pas aux États-Unis, quoi, parce que c'est clair qu'on fait tout au contraire pour vous permettre de pouvoir faire les deux. Enfin, quand je dis le sport, mais c'est d'autres choses. Vous pouvez faire de l'art, de la musique ou d'autres choses, ou même travailler. C'est-à-dire que moi, j'avais plein de copains aux États-Unis qui, eux, étaient en cours le matin et l'après-midi bossaient pour payer leurs études. Donc, une vraie expérience de vie. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Alors qu'en France, maintenant, l'alternance commence à le permettre, mais à mon époque, l'alternance, ça n'existait pas. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas faire des études en pensant pouvoir les faire financer par une entreprise ou pouvoir avoir une expérience via une entreprise qui vous paye d'une certaine façon vos études. Ça n'existait pas. Voilà. L'alternance, ça s'est développé depuis une dizaine d'années, et là, aujourd'hui, à l'école où je suis, là, l'USG Sport, on est à 80% des étudiants qui sont dans l'alternance. Donc ça, c'est intéressant parce que d'abord, ça les forme. Et en plus, ça leur permet d'avoir une vraie expérience et ça leur permet de financer les études, donc de rendre un peu plus accessible aujourd'hui cette possibilité de pouvoir continuer un cursus. Voilà. Donc c'est clair que moi, je suis parti aux États-Unis parce que
Ben parce qu'en France, c'était compliqué de pouvoir faire les deux. Et c'était une expérience pendant 1 année et demie incroyable. Après, je suis revenu parce que j'avais des opportunités en France. J'avais fait déjà 2 années ici via un IUT. Mais en fait, je suis passé dans le commerce tout simplement parce que j'ai rencontré lors d'un tournoi un intervenant qui m'a dit, écoutez, nous, on va vous aider à l'IUT à Aix, justement, à vous permettre d'avoir un emploi du temps. Donc, on était 3. Il y avait une jeune femme qui était dans l'équitation, quelqu'un qui était dans la voile, enfin, dans le surf plutôt, ouais. Et moi, on était 3. Donc, on n'avait pas de facilité, mais on avait un emploi du temps adapté. C'est-à-dire qu'on pouvait ne pas venir en cours, mais si on rattrapait, on se débrouillait, quoi. Voilà. Donc, c'était plutôt pas mal. Et ça m'a permis de pouvoir, justement, continuer à être pas trop mauvais et à pouvoir faire les deux. Et c'est ce qui m'a permis derrière, après, de pouvoir rentrer chez Reebok, parce qu'en fait, je suis rentré chez Reebok parce que je parlais anglais. Oui, forcément, voilà, avec cette année aux États-Unis. États-Unis. Savoir qu'à l'époque, maintenant, il y a beaucoup d'étudiants qui partent aux États-Unis parce que c'est plus facile, etc. Mais à l'époque, on était 3 Français sur le territoire américain. Voilà, on était 3 dans le tennis à partir. C'est-à-dire que... Et donc, mais parce que c'était compliqué, parce que c'était pas très connu, parce que le fait de partir, il y avait pas de... Enfin, je veux dire, si on se remet dans le contexte, pas de téléphone, pas d'ordinateur. Enfin, moi, je suis parti, mes parents, ils n'ont pas eu de nouvelles de moi pendant 3 semaines, quoi. Parce que c'était... je crois que c'était $10 la minute pour téléphoner. Donc, 1 minute, ça coûtait vraiment très cher. Donc... voilà, et c'était en PCV, enfin voilà, c'était des choses qui n'existent plus aujourd'hui, pas de réseaux sociaux, enfin voilà, donc vous partiez. Bon, et donc une configuration un peu plus compliquée et qui fait que, bon, c'était un peu plus difficile de partir qu'aujourd'hui où vous avez en moyenne entre 80 et 100 Français en tennis qui partent chaque année, c'est structuré, c'est organisé, il y a des gens qui vous préparent là-dessus, donc vous êtes en confiance, quoi, voilà. Alors je partais pas dans un pays compliqué, hein, voilà. Mais bon, voilà, je suis parti avec mes sacs, mes raquettes, bon, et puis voilà, et puis je ai donné des nouvelles, j'ai ouvert mon compte en banque, enfin voilà, une vraie expérience, mais qui est vraiment très, très, très formatrice. Donc, pourquoi je suis rentré chez Reebok ? Parce que je n'étais pas mauvais en sport, parce que j'avais un niveau d'études, et puis parce que je parlais anglais, voilà, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis rentré dans cette boîte, qui à l'époque était une petite structure, parce qu'il devait y avoir, ça devait faire... 40 millions de francs, donc ça fait du 5-6 millions d'euros, un peu plus 7 millions d'euros. Il devait y avoir une trentaine de personnes, donc c'était une petite boîte, et en l'espace de 10 ans, on est passé à 300 personnes et à 400 millions d'euros, quoi. Voilà, donc voilà, une boîte qui est passée numéro 1 mondial devant Nike, à l'époque, avec des joueurs comme Agassi, Sampras, pour ceux qui aiment le tennis, mais ils avaient quand même des Carl Lewis, enfin bon, des gens qui étaient quand même assez connus, mais nous, de l'autre côté, on avait aussi des Marie-Josée Pérec, on avait signé Noah, on avait Shaquille O'Neal, enfin voilà, donc c'est ce qui a fait que ça m'a permis de pouvoir rentrer dans le sport et savoir en fait cette double compétence qui était le sport et en même temps des études, voilà. Parce que déjà aujourd'hui, c'est un peu le cas, mais à l'époque, voilà, des gens qui faisaient du sport, ils ne faisaient pas d'études. Et des gens qui faisaient des études faisaient pas ou très peu de sport parce que justement le système le permet pas et le permettait pas. C'était plus difficile avant, et aujourd'hui ça l'est pas beaucoup plus. Et quand tu rentres chez Reebok, dans ta tête c'est clair, sportif de haut niveau c'est terminé, c'était, t'en as fait une grande partie de ta jeunesse et c'est le professionnel, ou t'es encore un peu entre les deux? Non, c'est-à-dire que je me rends vite compte en fait, moi au départ, de manière assez simple, je voulais être prof de tennis. Voilà, parce que j'adorais ça, la transmission, et en fait, ça me permettait en même temps de gagner 2-3 sous, mais c'est ce que je voulais faire. En fait, très vite, je me suis rendu compte que c'était un métier où le top de ma carrière professionnelle allait être entre 25 et 30 ans, et qu'après, ça ne pouvait que décliner, et surtout que je dépendais de milieux associatifs qui rêvaient parce que j'avais un certain classement, mais qui forcément me regarderaient de manière tout à fait différente 20 ans plus tard quand j'aurais plus le même classement. Et ça, malheureusement, c'est la vie, quoi. Voilà. Donc, j'ai vite compris qu'il fallait que j'ai d'autres choses à côté parce que même si ma passion était celle que j'avais envie, malheureusement, je savais que j'allais dépendre de gens qui étaient pas forcément... enclin à me faire progresser loin de ça. Donc c'est pour ça que je suis allé dans la partie de continuer aujourd'hui cette partie professionnelle. Et en fait, quand je rentre chez Reebok, je décide, effectivement, c'est à 25 ans, je dis aujourd'hui, j'ai 2 options, quoi. Soit je repars aux États-Unis 2 ans après, parce que je voulais faire potentiellement ce qu'ils appellent un MBA, voilà, parce que les Américains aiment bien 1 ou 2 expériences dans des boîtes avant de faire ce qu'on peut appeler des masters ici ou des doctorats. Et effectivement, je me suis dit, je rentre chez Reebok. En fait, ça a été complètement hasardeux. J'ai vu une annonce dans l'équipe
alors qu'à l'époque, j'achetais pas l'équipe tous les jours. Un carré, je réponds, boum, je suis pris 1, 2, et en fait, j'ai postulé juste en disant, bon, je vais voir. Puis, qu'est-ce que je risque? Bon, il se trouve que dans les critères, je répondais à peu près, mais je me suis dit, bon, de toute façon, j'avais l'option repartir. Voilà. Et puis, il se trouve que j'ai été pris. Et puis, je me suis dit, bon, c'est une bonne expérience, c'est une belle boîte, c'est une petite boîte qui monte, pourquoi pas, quoi. Et puis, en fait, au lieu de rester 2 ans, je suis resté 10 ans, quoi. Voilà, parce qu'en fait, après, on est happé, et puis après, je me suis dit, bon, je suis là maintenant, je continue, qu'est-ce que je risque? Et en fait, tous les 2 ans, j'avais une nouvelle opportunité, je me suis occupé du golf, puis après tous les sports en France, puis après tous les sports en Europe. Donc, c'était difficile de dire, finalement, j'arrête pour refaire autre chose, alors que je ne savais pas ce qui allait se passer. Donc, la transition, en fait, elle s'est faite assez facilement. On a toujours des regrets, parce qu'on se dit, c'est clair que je n'ai pas eu la sensation de me dire que je suis allé au bout de ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je me dis pas j'ai été blessé, je me suis arrêté, etc. C'est pas le cas. C'est plus à un moment donné un concours d'opportunités qui a fait que je me suis dit est-ce qu'il y a une grande probabilité que je rentre dans le top 20? Bon, voilà, ok, peut-être. Par contre, là, est-ce qu'il y a une probabilité pour que je progresse? Et que oui, la probabilité la plus importante, c'est un peu ce que moi j'ai dit à mon fils, qui était pas mauvais aussi au niveau local, mais je lui dis il y a plus de chances que tu sois médecin que tu sois dans le top 50 mondial. Voilà. Donc, si tu as des facilités, fais ça et après on verra. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne regrette pas parce que pour 50 gamins qui à son époque jouaient ou ont arrêté les études, il y en a un qui aujourd'hui est 400, 450, tous les autres ont arrêté et font des trucs qui n'ont rien à voir avec ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, il y a des moments où il faut être lucide. Et se rendre compte que, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire plus tard, mais quand vous recommencez vos études à 25, 26, 27 ans, vous avez déjà perdu 3-4 ans, c'est plus difficile, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut dire que vous avez déjà des places qui sont prises par des plus jeunes, qui ont déjà eu un peu plus d'expérience. Donc voilà, en fait, ça s'est fait assez naturellement, et puis c'était un beau challenge. C'est-à-dire que, voilà, je ne suis pas parti dans un truc qui était moins bien que ce que je pensais, c'est-à-dire que j'avais quelque chose qui était bien et puis je trouvais quelque chose qui était au moins aussi bien. Et où je savais que potentiellement, si je faisais ce qu'il fallait, je ne pouvais que progresser. C'était une boîte où il y avait 30 personnes, jeunes, on avait tous, à part le PDG devait avoir 35-40 ans, et la moyenne d'âge, on avait tous entre 25 et 30 ans, quoi. Donc, on ne pouvait que progresser tous, voilà. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et puis il faut le dire, chez Reebok, tu termines directeur marketing Europe pendant 2 ans pratiquement. Et donc ça, c'est pas rien. Tu rencontres, je suppose, des personnes que tu n'aurais peut-être jamais rencontrées sur le circuit professionnel. Oui. Et puis c'était tous les sports. Après, c'était une vie, alors que j'avais choisi, mais c'est clair que c'était une journée dans une ville, une autre journée ailleurs. C'était des réunions. Mais c'était participer à des grands meetings, à des grandes opérations sportives. C'était, rencontrer un Shaquille O'Neal qui fait une tournée à Paris sur le Blacktop. Enfin voilà, c'est des gens comme ça. Moi, j'ai posté une photo avec Marie-Jo. On a fait un spot TV. On est parti en voiture avec elle au lac de Com. Voilà, c'est des souvenirs. Et je parle de ça il y a 25 ans, donc c'est pas la semaine dernière. C'est des souvenirs qui restent quoi qu'il arrive. Moi, j'ai fait 2 jours avec Patrick After, qui à l'époque était numéro 2 mondial en tennis, un Australien. On a fait 2 jours avec lui à Paris pendant Roland-Garros. On a fait plein d'opérations. Enfin voilà, donc oui, c'est plein de rencontres. C'est aussi bien française qu'internationale, avec plein de personnes. On a fait des choses avec Michael Chang à l'époque, qui était numéro 2 mondial, qui a gagné Roland-Garros juste avant. Enfin voilà, c'est plein d'athlètes qui étaient plutôt des athlètes sympas. Voilà. Et avec qui on a pu faire développer la marque pour arriver à ce qu'elle a été, en tout cas dans les années jusqu'au début des années 2000. Après, ça a été un peu plus compliqué. Mais non, c'était des vraies expériences. Donc moi, je veux dire, si on m'avait dit au début que j'arriverais à ça, j'aurais dit, je l'aurais fait encore plus vite. Je l'avais pas programmé, mais il se trouve que quand vous êtes dans une boîte comme ça, vous rentrez, si vous faites bien votre job, vous êtes passionné, c'est sûr que oui, je faisais pas 35 heures par semaine, ça c'est clair. Voilà, c'est clair que j'étais plus près des 80-90 heures par semaine, mais en fait, quand vous êtes dans un univers qui vous plaît et que vous êtes jeune, vous faites j'étais pas à la mine, quoi. Je veux dire, voilà. Oui, puis rencontrer ces sportifs-là, ça... Oui, et puis en fait, après, c'est naturel. C'est-à-dire qu'en fait, vous travaillez avec eux, vous n'êtes pas là en train de dire « Ah, je vais rencontrer Marie-Josée Pérec ». Voilà, vous êtes là, vous bossez, vous savez que vous êtes à son service pour qu'elle rende la meilleure performance possible. Donc, vous lui amenez l'environnement nécessaire dans votre partie, qui est aujourd'hui l'offre de chaussures et de textiles, pour faire qu'elle soit dans les meilleures conditions possibles pour réaliser ses performances. Donc, que ce soit pour l'athlétisme, que ce
ce soit pour le tennis, et que ce soit pour l'ensemble des sports sur lesquels Reebok était partenaire. Donc, au final, ça passe très vite, on ne se rend pas compte aujourd'hui, et au final, on n'est pas là dans le calcul. Si on est dans le calcul, dans le sport, on se trompe. Il faut faire autre chose. Il faut se dire que voilà, on travaille tous les week-ends. Moi, je pense que les 8 premières années, je devais bosser à peu près entre 30 et 35 week-ends par an, minimum. Oui. Minimum. Au moment où il y a les compétitions. Ben oui, voilà. Oui. Donc, ça passe très vite, mais à partir du moment où vous êtes dans le truc, je regardais pas la montre, quoi. Voilà, j'étais là, je vivais les événements. Et puis on faisait tout ce qu'il fallait pour faire que ces événements se passent bien sportivement pour nos athlètes, quoi. Et qu'est-ce qui fait que cette expérience chez Reebok se termine et surtout rebondit en tant que directeur marketing à l'Olympique Lyonnais? Ouais, en fait c'est deux situations simples. C'est un changement de management au niveau de la marque en France, changement d'orientation stratégique, c'est-à-dire baisse de la présence de la marque dans le sport et plus dans le sportswear et le sport live sport, voilà, qui était pour moi une hérésie, voilà. Donc quand vous n'êtes pas en accord avec la stratégie d'une marque, c'est compliqué. Donc ça, c'était la première chose. Deux, il y a des sociétés qui forcément, à partir du moment où vous avez un petit parcours, commencent à vous contacter. Et moi, en fait, j'avais été contacté par Adidas pour gérer l'ensemble des sports et notamment le football. Et en fait, bon, c'est malheureusement une triste situation, mais en fait, la personne qui m'avait embauché, la veille de signer le contrat, est décédée. Incroyable. Truc, voilà, on se voit, je le vois le matin, il me dit ok, on signe demain, voilà. Donc je devais vraiment partir. Et en fait, le lendemain, on m'appelle, écoutez, il ne pourra pas venir, il est décédé dans la nuit, crise cardiaque, donc tout est remis en question. Et finalement, je ne suis jamais allé, voilà. Et 3 mois plus tard, c'est Nike qui m'appelle. Pour prendre, potentiellement, ils me disent on cherche quelqu'un sur la stratégie football pour l'Europe, parce qu'à l'époque, Nike était en train d'arriver. Ils avaient signé le Brésil et bon, ils étaient numéro 1 mondial, mais par contre, ils n'étaient pas présents dans le football. Adidas était encore omniprésent. Et donc, ils souhaitaient. Et en fait, je n'ai pas été pris en finale parce que je n'avais pas une connaissance du football suffisante par rapport à Reebok. Et donc, je me suis dit, effectivement, c'est compliqué de travailler dans cet univers-là et de ne pas avoir une crédibilité dans le sport numéro 1. Voilà. Et donc, en fait, quand l'Olympique Lyonnais m'a appelé, je me suis dit, j'ai rencontré Jean-Michel Aulas, et dans ce que je visionnais, je voyais un peu dans le milieu du football, je me suis dit, tiens, il m'a l'air... je voyais plutôt une vraie vision à moyen terme. Je sentais que c'était pas l'entrepreneur qui faisait juste le petit truc, comme il y en a eu, mais je voyais plutôt un chef d'entreprise qui avait une vraie vision et qui savait ce qu'il voulait faire. Donc voilà, ce qui était assez rare et ce qui est toujours assez rare dans le monde du football aujourd'hui. Et je me suis dit, en tout cas, ça me donnera une vraie vision, en tout cas une vraie crédibilité sur ce marché-là. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que je suis parti, parce que chez Reebok, je voyais plus d'opportunités d'évoluer. Moi, j'avais envie de partir aux États-Unis et c'était une marque américaine. Donc malheureusement, quand vous êtes européen, c'est compliqué d'être débauché pour une marque en général. Ils privilégient les Américains, ce que je peux comprendre. Donc il n'y avait pas d'opportunité aux États-Unis. L'Europe, je l'avais fait, mais les perspectives d'évolution et de ce que je voyais, c'était en fait, ils arrêtaient Roland-Garros, que moi j'avais mis 3 ans à obtenir. Donc vous voyez, ils arrêtaient tous les joueurs, c'est-à-dire tous les jeunes joueurs que j'avais à l'époque. Richard Gasquet, il était chez Reebok. Gilles Simon était chez Reebok. Gaël Monfils était chez Reebok. Raphaël Nadal était chez Reebok, voilà, à 11-12 ans. Donc tous ces joueurs-là, aujourd'hui, qui vont arrêter leur carrière, mais c'est à 20 ans, ils étaient jeunes à l'époque. Moi, j'avais 15 des 30 meilleurs joueurs français qui étaient chez Reebok. Donc une Nathalie Dechy qui a été numéro 11 mondial, etc., etc. Et je voyais qu'ils étaient en train d'arrêter tous ces contrats petit à petit. Et donc, je me suis dit, quelle va être la perspective de demain, quoi. Donc, et ça s'est fait petit à petit, mais bon, je ne me suis pas trompé parce que malheureusement, la boîte, petit à petit, est sortie du monde du sport et aujourd'hui n'existe plus dans le sport parce qu'elle n'a même plus de produits, ni tennis, ni foot, ni rugby, ni basket. La seule chose où ils sont présents, c'est dans le fitness. Voilà, mais bon, comme beaucoup d'autres marques. Et je ne suis pas sûr que le dernier achat qui vient de se faire par un groupe américain change beaucoup de choses par rapport à ça. Mais c'est clair que le rachat par Adidas n'a pas permis à la marque de grandir, bien au contraire, quoi, voilà. Donc c'est clair que par rapport à cette situation-là, c'était le moment, peut-être, j'avais fait 10 ans, où j'avais progressé tous les 2 ans. Là, je voyais pas de perspective d'évolution. Et donc, je me suis dit, j'ai une opportunité à l'Olympique Lyonnais, c'est un club jeune.
il y a des choses à faire. Voilà. Donc, tu arrives en 2000 en plus, il faut le dire, 2000 où c'est... c'est le premier titre, ouais. Voilà, c'est le premier titre et après ils vont enchaîner de manière assez claire. Voilà. C'était une opportunité qui s'est présentée. Eux cherchaient quelqu'un qui venait du monde de l'équipementier pour en fait mettre en place toute la stratégie marketing et commerciale du club. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. D'accord, développer l'image du club. Développer l'image, développer l'équipe, parce qu'il y avait 3 personnes, quand je suis parti il y en avait 25, développer les magasins, développer les contrats, parce que les contrats qu'ils avaient, notamment équipementiers, n'étaient pas satisfaisants. On commençait déjà à réfléchir sur le stade, tout ce qui était merchandising, qui était... En fait, Jean-Michel Aulas avait une vraie vision aujourd'hui, il avait en tout cas compris que les droits télé et les ventes de joueurs allaient arriver à un moment donné à un certain plafond, et que la dépendance qu'il y avait par rapport aux droits télé pouvait être problématique pour un club. Et son exemple, c'était quand même plutôt le Bayern, qui est plutôt une structure qui, elle, aujourd'hui, arrive à avoir un vrai équilibre entre les droits télé, la vente de joueurs et tous les droits merchandising. Bayern, Real, donc c'est des clubs aujourd'hui qui ont une vraie stratégie commerciale et marketing, pas uniquement liée sur je vais équilibrer mon budget en disant vivement les droits télé et espérant que je puisse vendre 1 ou 2 joueurs. La situation avec les droits télé, ce qui s'est passé en France, a démontré que ce modèle économique est extrêmement dangereux et qu'à partir du moment où vous reposez votre budget sur 60-70% au minimum, pour certains clubs c'est beaucoup plus, on est pas loin des 80-90%, forcément le jour où ça s'arrête, ou ça baisse, là vous vous mettez en péril tout votre modèle économique, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a très peu de clubs en France qui sont rentables. C'est la vision d'entrepreneur qu'avait Jean-Michel Aulas, c'est d'être capable de dire je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Oui, ou en tout cas de se dire que s'il y a un moment, une situation compliquée qui arrive, ce qui est arrivé entre la crise sanitaire et ce qui malheureusement arrive dans tous les business, c'est-à-dire que là ce qui est arrivé, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, il y a plein d'autres dans d'autres univers où à un moment donné vous avez les situations qui s'ajoutent et qui font que si vous n'avez pas mis en place une vraie bonne stratégie, malheureusement ce qui se passe c'est que là vous êtes fragilisé. Et le fait de pouvoir se dire que vous avez peut-être que 30 ou 40% de votre budget qui dépend de choses que vous ne maîtrisez pas, parce que les droits télé, vous ne les maîtrisez pas, les transferts, vous ne les maîtrisez pas, parce que si vos joueurs aujourd'hui ne sont pas bons, personne ne veut les acheter. Si vous les avez achetés trop cher, ce qui est un peu le cas du PSG aujourd'hui, vous n'arrivez pas à les vendre. Donc au final, vous ne maîtrisez pas. Voilà. Alors que, on va dire que votre billetterie, potentiellement, vous la maîtrisez, parce que c'est vous qui définissez le prix. Le merchandising, c'est aussi vous qui le maîtrisez, si vous êtes capable de vendre à des distributeurs ou même à vos magasins. Les animations que vous mettez dans votre stade avec vos partenaires, vous le maîtrisez. La partie commerciale, donc toute cette partie-là, c'est effectivement de l'investissement, c'est des personnes qui s'en occupent, mais c'est des supports que vous maîtrisez. Donc, bon an, mal an, regardez un club comme Saint-Etienne qui est descendu, bon an, mal an, son chiffre d'affaires sur cette partie-là baisse pas beaucoup. Forcément, oui, les droits télé, les transferts, oui. Mais le reste, c'est maintenu. Si vous n'avez pas ça, là, effectivement, vous êtes dans une situation tendue. Et donc, on l'a entendu, tu as développé l'équipe marketing de l'Olympique Lyonnais. On ne va pas pouvoir s'étaler trop sur ce sujet parce que tu as beaucoup d'expérience derrière ça. Mais vraiment, moi, j'adorerais. Donc, peut-être qu'un de ces quatre, on fera un podcast plus précis là-dessus. Mais qu'est-ce qui fait que tu bascules au Stade Rennais ensuite sur le même métier? La première chose, c'est parce que le Stade Rennais m'appelle. La deuxième, c'est parce que j'ai à un moment donné une situation un peu tendue avec un manager au-dessus de moi qui fait qu'il m'a promis des choses et au final, il les respecte pas. Et pour moi, c'est important. Voilà, c'est important de dire on fait des choses et à partir de là, j'ai une perte de confiance et quand j'ai une perte de confiance, c'est compliqué après mon investissement. Moi, je suis plutôt une personne assez entière. Donc je travaille à la confiance, on écrit des choses, mais au-delà de ça, après les choses qui sont écrites, après vous pouvez partir dans des procédures, etc. Mais au final, quand la confiance n'est pas là, c'est compliqué après de dire je vais bosser pour quelqu'un en qui j'ai plus confiance, quoi, voilà. Donc à partir de là, à partir du moment où les choses étaient plus sales, et puis bon, ça faisait 3 ans que j'étais là, c'est quoi le next step, quoi? Et le next step qu'on m'avait promis, au final, on m'explique que c'est pas exactement comme ça que ça va se faire. Donc moi je leur ai dit ok, très bien, mais quelle est ma motivation à continuer, à rester? J'ai fait ce que je devais faire, les choses sont là, j'ai une autre opportunité, ou en plus, on me demande, on me propose un vrai challenge, c'est-à-dire de vraiment gérer une équipe plus globale, la construction du nouveau stade, la mise en place de partenariats, et notamment avec le groupe Pinot, parce que quand même à Rennes, il y a le groupe Pinot derrière, et le groupe Pinot aujourd'hui, c'est quand même 12 ou 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'était pas un petit groupe.
Et donc, je me dis, oui, je pense que le challenge en vaut la peine. Et entre cette petite perte de confiance et le fait qu'on me propose un vrai challenge, je me dis, ben oui, j'y vais, quoi. J'y vais, j'ai pas de problématique. Et puis moi, j'aime bien les challenges, c'est-à-dire que quand on est à Lyon et que ça commence à marcher, on vous dit, bon, en fait, c'est facile. C'est toujours facile, en fait. Parce que les gens ne voient pas le travail qui est fait. C'est un peu, je dirais, l'image de l'iceberg où on voit quand ça marche, puis en fait, on ne voit pas 90% de l'iceberg et du travail qui est fait, quoi. Moi, la première année à Lyon, j'ai pas dû voir un match. Voilà, parce que je réglais toutes les problématiques qu'il y avait de parking, de transport, de fluidité, de fonctionnalité des stades. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses quand vous organisez un match qu'on ne voit pas, mais en fait, on le voit que quand ça marche pas. Mais quand ça marche, tout le monde va vous dire, bah ouais, en fait, c'est facile, quoi. Non, c'est pas facile. C'est comme l'informatique. Quand ça marche, on dit c'est exactement, génial, voilà. Et quand ça marche pas, mais on se voit rend pas compte de tout la le travail. dépendance. Voilà, on voit pas tous les gens qui mettent les mains dans le cambouis et qui font qu'à un moment donné, c'est fluide, c'est facile, etc. Voilà. Donc c'est vrai que là c'était un vrai challenge et je voyais des vraies possibilités aussi pour moi d'apprendre des choses, c'est-à-dire que moi je suis aussi dans une logique où je me dis j'aime bien me challenger, me dire tiens là ça va être intéressant, voilà, on va pouvoir développer des choses, etc. dans une structure un peu différente, avec une autre vision, mais aussi, tout aussi intéressante et avec des vrais challenges à développer sur place. Donc voilà, oui, c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, oui, j'y vais, c'est intéressant. Et puis, le fait de pouvoir après dire, ok, à l'Olympique Lyonnais, c'était facile, soi-disant. À Rennes, moi, j'arrive en janvier, à la dernière journée, le club est toujours pas sauvé, quoi. C'est-à-dire que si le club perd contre Montpellier, il descend, s'il fait match nul, il reste, quoi. C'est-à-dire que j'arrive, 5 mois après, peut-être je suis même pas sûr de rester, quoi. Voilà. Donc un vrai challenge. Mais entre-temps, on a mis en chose des places, on commence on commence à réorganiser une organisation pour faire que ce soit plus optimal. Donc tout ça fait que, oui, c'est des risques. J'aurais pu ne pas rester. Mais bon, après, au final, je me dis, qu'est-ce que je risque ? Je retrouverai peut-être des choses. Voilà. J'ai un petit vécu, je suis pas vieux, donc il n'y a pas de raison que j'arrive pas à retrouver quelque chose, quoi. Et donc le club se maintient. C'est quoi là où les grandes réussites au Stade Rennais ? Alors il y en a eu quelques-unes. D'abord la professionnalisation des équipes. Voilà, c'est-à-dire que quand je suis arrivé, l'ordinateur, il ne connaissait pas. Alors, on dirait que c'était en 2003, etc. Mais bon, c'était fax. Voilà, c'est-à-dire que fax et courrier dans les bannettes, quoi. Voilà. Donc, c'est d'abord professionnaliser les personnes qui étaient là, qui étaient des gens compétents, mais qui ne connaissaient pas, qui n'utilisaient pas les technologies pour arriver à être bien plus performants. Voilà. Et qui l'ont accepté, mais il a fallu un vrai travail de fond pour leur faire comprendre que ce qu'ils faisaient en une journée, moi je le faisais en 10 minutes, quoi. Okay. Voilà. Et que donc, c'était dommage de passer autant de temps à faire des choses pas productives, ou en tout cas beaucoup moins productives que ce qu'ils pourraient faire. Voilà. Donc les accompagner sur ce changement-là, ça a été, pas un long fleuve tranquille, mais aujourd'hui, c'est encore des gens avec qui je suis en contact et qui me disent, grâce à toi, on a passé un palier, un cap, etc. et qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux, alors que le téléphone portable, pour eux, c'était juste un truc pour téléphoner, quoi. Voilà. Donc ça, pour moi, c'était quelque chose d'important, parce que sans l'humain, vous ne pouvez pas faire grand-chose dans une boîte. Voilà. Vous pouvez mettre en place la meilleure stratégie. Si l'humain n'est pas là, vous voyez, là, hier, j'écoutais l'équipe TV, je vois ce qui est en train de se passer à Marseille entre l'entraîneur et les joueurs. Quand les joueurs commencent à demander un entretien avec le président du club, alors que le gars est là depuis seulement 3 semaines, vous vous dites... ça va pas être simple, quoi. Parce que l'humain, c'est-à-dire que vous pouvez arriver avec votre méthode, avec votre façon de voir les choses, mais si les gens avec qui vous travaillez, ils sont pas avec vous, ça veut dire que vous n'êtes pas un bon entraîneur. Parce qu'entraîner, ça veut dire que vous amenez avec vous les gens pour réussir votre projet. Mais l'entraîneur, il est juste entraîneur. C'est-à-dire que c'est pas lui qui joue. Donc si les joueurs n'ont pas envie de jouer, ça va être compliqué, quoi. Donc, et grosso modo, ils vont pas virer tous les joueurs. Donc la facilité, malheureusement, dans le foot, c'est qu'on vire plus facilement l'entraîneur que les joueurs. Donc là, vous vous dites, sans l'humain, vous pouvez pas y arriver. Donc c'est important aujourd'hui d'arriver à se dire, les gens vont bosser aussi, ont compris l'objectif et vont tout faire pour y arriver pour eux, mais aussi pour le club. Et vous, forcément, par ricochet, vous en bénéficierez. Mais il faut aussi qu'eux,
ils voient l'intérêt, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour moi la première réussite. La deuxième, c'est qu'on a construit quand même un nouveau stade, enfin une bonne partie du stade. On a ouvert une boutique de 400 ou 500 mètres carrés, alors qu'avant, ils avaient une boutique de 25 mètres carrés où les gens attendaient 1 heure pour acheter leur maillot à la fin du match. Donc, vous imaginez l'expérience client catastrophique. La mise en place d'animation dans le stade, voilà, qui a généré du chiffre d'affaires, puisqu'on a été capable de faire un certain nombre de choses. Et puis la mise en place de séminaires, c'est-à-dire qu'en fait, on a été les premiers à utiliser le stade comme un vrai outil événementiel, ce qu'on appelle aux États-Unis un peu l'entertainment, d'arriver à ce que le stade ne soit pas utilisé seulement 20 fois dans l'année, mais quasiment 220 jours par an. Voilà. Et on avait un portefeuille de 300, 400, 500 boîtes. Et donc, ne serait-ce que le fait de faire 1 ou 2 séminaires avec chaque boîte, ça a généré 1,5 million de recettes. Voilà. Et on faisait mieux que le PSG, mieux que l'OM à l'époque, où tout le monde me disait « mais comment vous faites ?» Je dis « simplement, on faisait même pas de prospection. » C'est-à-dire qu'on allait juste contacter les gens qu'on leur envoyait une fois tous les 15 jours dans nos salons pour leur dire « quand vous faites un séminaire, au lieu de le faire dans tel et tel hôtel, regardez ce qu'on peut vous proposer. Le matin, vous faites un séminaire, vous pouvez manger au resto du club, l'après-midi, vous allez faire un petit match sur le stade de la route de Lorient. Voilà quoi. Vous allez voir, vos équipes, ça va être autre chose en termes d'incentive. Alors, c'est ce qu'ils appellent le team building. Voilà, nouveau terme. Mais voilà. Mais tu avais raison, à l'époque, ça se faisait énormément dans les hôtels. Voilà. Et donc là, quand tu as lancé ça, ça a dû... ça a marché très vite. Et les équipes qui y croyaient que très moyennement, à un moment donné, commençaient à me dire « mais il faut qu'on soit plus ». Je dis « c'est bizarre, il y a 3 mois, vous me disiez que ça n'allait pas marcher. Maintenant, vous me dites qu'il faut embaucher ». Donc, on va développer le chiffre et à partir de là, on va commencer. Et effectivement, on a embauché 2-3 personnes qui ne faisaient plus que ça parce que, oui, on en faisait au début 1 par semaine, puis après 2, puis 3, puis 4. Puis en fait, c'était à des moments où même... on en refusait parce qu'il y avait la préparation du match, donc on ne pouvait pas le faire la veille de match parce qu'il y a tout ce qui est entretien de pelouse, etc., puis nettoyage du stade. Donc, en fait, d'un coup, tout le monde s'est dit « ah ouais, mais c'est pas mal ça, c'est pas mal ». Et puis surtout, ça permettait aux équipes commerciales de ne pas s'arrêter de bosser à partir du mois d'octobre. Parce que, en fait, quand je suis arrivé, j'ai dit c'est bien, en fait, il y a la période de commercialisation des matchs, vous avez la reconduction des contrats qui démarre en avril, mai, juin. Bon, puis les gens ont re-signé pour recommencer le championnat qui démarre ce week-end, là, par exemple. Donc, ça veut dire que normalement, vous êtes supposé avoir re-signé tous vos partenaires le 1er août, voilà, ou 2 août, voilà. Allez, vous en signez début septembre pour ceux qui arrivent. Mais bon, on va dire grosso modo, 15 septembre, vous devez avoir fait 90% de vos ventes parce que sinon, c'est compliqué. Donc, vous avez des commerciaux qui sont là et à partir du mois de septembre, octobre, vous voyez qu'ils traînent dans les bureaux, enfin, ils font plus rien, quoi. Voilà. Et donc, le fait alors, là, d'un coup, on leur a dit, vous voyez, voilà, il y a tant de chiffres à faire. Voilà la carotte de prime. Donc, maintenant, vous allez dire à tous vos partenaires, voilà, l'argent qu'ils vont dépenser, plutôt que de le dépenser dans des séminaires, etc., qu'ils viennent le dépenser au stade avec une vraie expérience client et on va mettre en place tout ça. Voilà. Et donc, ça a fait que forcément, ça les a occupés et puis ils se sont rendus compte qu'ils allaient ils pouvaient gagner un peu plus d'argent. Voilà. Qu'ils n'étaient pas uniquement dépendants, et ça c'était important, des résultats du match. C'est-à-dire sortir de cette logique de dire on gagne, c'est super, on perd, c'est catastrophique, mais se dire aujourd'hui, on peut générer du chiffre d'affaires même si on n'est pas bon, en utilisant nos supports forts. Voilà. Alors bien sûr, quand vous perdez 5-1 à domicile, c'est sûr qu'aller voir un client le lundi et tout, mais bon, vous êtes commercial, ça n'empêche pas le client de dire je vais faire une réunion, je vais animer mon truc, je vais montrer des chiffres positifs, je vais déjeuner dans un resto avec peut-être 2-3 joueurs ou l'entraîneur, parce que c'était juste en bas, potentiellement d'acheter 1 ou 2 maillots et pouvoir faire un match. Et le gars, il part et il se dit pas ils ont perdu 5-1, il dit putain, c'était super cette journée. Ouais, tu vends pas la performance sportive, tu vends le sport en général en fait. Exactement, tu vends l'expérience et ça c'était intéressant. Et à partir de là, quand ils ont commencé à comprendre, à switcher un peu ça, parce que même les équipes commerciales, le lundi, vous avez perdu, c'est la soupe à la grimace, quoi. C'est-à-dire que vous avez l'impression que voilà, ils ont un décès dans leur famille. Alors je me dis oui, ok, on a perdu. Bon, alors qu'est-ce que vous pouvez y faire? Vous pouvez rien y faire. Donc on aurait gagné, ça aurait été pareil. Donc oui, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à faire des choses. Donc ce switch-là au niveau intellectuel a permis effectivement au club de générer plus de chiffre d'affaires, mais aussi aux personnes qui sont là de basculer dans une autre logique professionnelle et commerciale, et puis de se rendre compte qu'ils pouvaient gagner plus d'argent. Donc
l'ensemble de ces choses-là a fait que le club a progressé, que ça a permis au club de pouvoir, grâce à ça potentiellement, aussi acheter des joueurs, parce que ça a généré plus de recettes. On est passé de, je crois, 3-4 millions d'euros à 25 ou 30, quoi. Voilà. Ben parce que sur la billetterie, il y a plein de choses à dire aussi, parce qu'ils étaient à 10 000 ou 12 000 euros en abonnés, et je crois 13 000 ou 14 000 en remplissage. On est passé à 26 000 en remplissage régulier. Donc voilà, tout ça, en fait, on a professionnalisé un certain nombre de choses qui a permis en fait au club de pouvoir arriver à se dire, ok, maintenant j'ai des bases solides, on est bon, tant mieux, on est un peu moins bon, mais on a quand même un socle qui permet, ne serait-ce qu'à l'époque c'était Pierre Drey aussi, qui m'avait dit, moi il me faut quand même que j'ai une base financière qui me permette de pouvoir dire, je peux quand même acheter des joueurs même si on est 12e du championnat. Et puis à l'époque, faut le dire pour les plus jeunes qui nous écoutent, 20 millions, on achetait des bons joueurs. Aujourd'hui, 20 millions, on a le joueur, on va dire, de banc en Ligue 1, malheureusement, dans certains clubs. Mais en tout cas, à l'époque, 20 millions, c'est une grosse recette, quoi. À l'époque, 20 millions, de mémoire, je crois que Sonny Anderson a signé pour 20 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais, et il venait de Barcelone, et c'était dans les 5-6 meilleurs attaquants européens. Et Zidane, qui était quand même Ballon d'Or, ce qui était le plus gros transfert à l'époque, a signé pour, alors, je crois que c'est 75 millions, quelque chose comme ça, quoi. Voilà, c'est-à-dire 3 fois moins ou 4 fois moins de la valeur qu'a aujourd'hui Mbappé, ou un Neymar qui est venu au PSG. Donc, et c'était en 98-99, alors il y a 20 ans. Mais bon, il y a une expansionnalité des coûts aujourd'hui, des transferts qui est très très importante. Donc, malheureusement, comme je l'ai dit au début, il y a plein de choses dont je voudrais parler, mais explique-nous juste ce qui a fait que l'expérience s'est terminée. Et puis ensuite, je pense que je mettrai une lumière sur une expérience d'entrepreneur, puisque tu as aussi cette vie d'entrepreneur, des fois en dehors du sport, mais c'est important d'en parler quand même. En fait, simplement, au bout de 3 ans, je me rends compte que je suis à 90% du potentiel du club, voire un peu plus, que les seules possibilités de faire plus de chiffre d'affaires, c'est si on augmente les prix, ce qui est une option, une stratégie. Parce que quand vous avez 25 000 places dans le stade, au bout d'un moment, vous n'en avez pas 28 000, quoi. Donc, vous ne pouvez pas faire ce que fait aujourd'hui Marseille, qui a 60 000 places, ou le Camp Nou avec 100 000 places. Donc, au bout d'un moment, vous êtes limité. Donc, soit vous augmentez les prix, mais après, vous avez une réalité économique qui fait que vous êtes à Rennes, hein, vous n'êtes pas à Paris. Donc, au bout d'un moment, les gens qui viennent voir le match, vous ne pouvez pas être sur des prix au-delà, ou alors ça veut dire que les joueurs qui sont sur le terrain suscitent ou impliquent le fait que. Donc, c'est sûr que quand vous avez un Messi, vous pouvez vous permettre de dire je fais plus 30% parce que la notoriété des joueurs qui amènent sur le terrain fait que, ce qui n'était pas le cas à Rennes, c'est-à-dire que les joueurs qui venaient à Rennes c'était un club entre la 5e et la 10e place. Les investissements, l'actionnaire avait dit qu'il ne vous souhaitait plus mettre au pot parce qu'il avait eu des expériences passées pas positives par rapport à ça sur les transferts, et c'est toujours compliqué. Donc il n'y avait plus de vraies perspectives importantes par rapport à mon activité. La seule possibilité, c'était effectivement de pouvoir. Mais le stade était construit, les structures étaient en place. Donc, ma valeur ajoutée aujourd'hui, je me suis dit, je reste encore 1 an, 2 ans, mais enfin, so what, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, on est à 90, on va monter à 91, 92, mais bon, pas plus que ça. Donc, c'est vrai que là-dessus, après, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'apprends de plus par rapport à l'année dernière? Pas beaucoup plus. Voilà, ça fait 3 ans que je suis là, j'ai fait le tour, je maîtrise très bien mon truc, tout va bien. Bon. Pour certains, ils peuvent se dire, ok, je suis là, allez, je déroule, tranquille. C'est pas ma nature. Malheureusement, on peut dire malheureusement ou heureusement, je sais pas. Après, voilà. Il y a ce côté performance dans le sportif voilà, de haut oui, niveau c'est ça, oui. C'est-à-dire que Mm. je me dis, bon, c'est bien, je peux me dire, bon, j'attends, ou je me dis, bon, je vais sur un nouveau challenge. Et en fait, j'ai un concours de circonstances qui fait que j'ai quelqu'un que je connais qui me dit, écoute, j'ai racheté une boîte dans le ski une marque qui s'appelle Racer, qui est une vieille marque française, parce que c'est les gants qu'avait Jean-Claude Killy au JO de Grenoble en 68, voilà. Donc il portait, donc c'est une vieille marque qui date de 1927, donc qui est un peu dans l'oubli, mais qui fait quand même ses 4-5 millions d'euros, voilà, de chiffre d'affaires. Pas beaucoup développé à l'export, voilà. Et en même temps, j'ai une marque comme Prince, donc une marque de raquettes, qui cherche un distributeur sur le marché français, voilà. Donc cette double connaissance fait que cette personne me dit, écoute, nous, on a une boîte dans le médical, on n'a pas le temps de s'en occuper, est-ce que ça t'intéresse? Voilà, tu prends la direction générale, tu gères le truc, on sait que tu sais faire, voilà, nous, on a une certaine solidité financière qui fait qu'on peut faire des choses, voilà. Et en plus de ça, il se trouve que, en mettant en place l'organisation, je découvre un produit sur Internet qui s'appelle Crocs, voilà.
et où en fait je vois des sabots multicolores qui marchent plutôt pas mal aux États-Unis. Et en fait, je lis le truc, tout le monde me dit ouais, c'est moche, ça marchera jamais, etc. Et je me dis, en fait, ça, c'est ce qu'a fait Lacoste, mais dans le sabot. Voilà, c'est-à-dire que c'est un truc multicolore. Et je me dis, c'est vrai que c'est moche, mais il y a un marché énorme aujourd'hui, hors grand public, qui est le marché professionnel, qui est le marché des enfants, qui est le marché des vieilles personnes, des personnes âgées. Et je me dis, ce marché-là, je travaille un peu, je regarde, j'étudie, c'est plusieurs millions de paires de chaussures. Et je me dis, ce marché-là, il est énorme. Et je me dis, on va utiliser cette marque-là d'un point de vue un peu fashion, mode. Par contre, on va aller attaquer ce marché-là, qui est un marché soit de renouvellement avec les enfants, voilà, parce que les enfants, tous les 3 mois ou 6 mois, il faut racheter des chaussures. Voilà. Soit un marché de vieilles personnes, parce qu'effectivement, elles ont du mal à se chausser. Et quand on regarde ça, on se rend compte que les personnes âgées ont du mal à trouver des chaussures parce que ils ont le pied abîmé pour plein de raisons. Et ils n'ont pas eu la chance d'avoir les soins qu'on a pu avoir, on peut avoir aujourd'hui. Il y a les personnes qui ont 60, 70 ans, parfois, vous voyez que ils ont souffert pour plein de raisons. Et puis, vous avez le marché médical. Des personnes qui aujourd'hui utilisent ça comme un outil au quotidien, voilà, et qui ont des sabots qui sont lourds, pas confortables, etc. Et là, je me dis, voilà, là, il y a des vraies opportunités très importantes par rapport à ça. Et puis, il y a le marché professionnel, c'est-à-dire que les bouchers, enfin, tous les métiers qui sont aujourd'hui dans la restauration, enfin, etc. Donc là, je me dis, il y a vraiment, vraiment quelque chose à faire. Et donc, je récupère la distribution de cette marque. Pour la France. Hein. Pour la France, voilà. Auquel personne ne croit, mais personne. C'est-à-dire que, voilà, en fait, c'est très compliqué parce que vous parlez à des acheteurs à qui vous dites, écoutez, je vous propose, j'ai une marque de chaussures, alors que ce sont des sabots avec des trous et multicolores. Et donc, et ils me disent, mais c'est fait comment? Alors, je peux pas vous dire, mais c'est c'est une matière qui s'appelle le Croslite. Bon, personne ne sait ce que c'est normal, même aujourd'hui. Mais c'est pas du plastique, mais c'est traité et ça permet effectivement de pas avoir les pieds qui transpirent, etc., etc. Bon, personne n'y croit, voilà, parce qu'on vous dit, les Français ne mettront jamais des sabots, et quand on les voit en photo, on se dit qu'est-ce que c'est moche, ça marchera jamais, etc. Et puis je me souviens, on disait toujours que c'était pour les Hollandais. Oui, voilà, c'est le truc, le cliché. Voilà, mais nous, on est des sudistes, voilà, donc les Italiens, les Espagnols, ils mettront pas ça. Au-delà de éventuellement peut-être le Nord, ils mettront pas ça. Enfin voilà, donc on m'a dit ça marchera jamais, quoi. Voilà. Et puis en fait, on a commencé à faire un salon qui s'appelle Who's Next à Paris. Et en fait, voilà, moi, de manière assez pratique, je faisais tester les produits parce que c'est la meilleure façon. Le look, c'est une chose, mais en fait, quand vous mettez votre pied, les gens disent putain, c'est vrai que c'est confortable. Ouais, ok, je le mettrai pas en ville, mais je le mettrai chez moi. Voilà, c'était un peu ça. Et puis je me rappellerai toujours, il y a une femme aujourd'hui très élégante et qui avait fait le salon, qui avait des talons, etc. et qui me dit aujourd'hui, écoutez, j'ai mal aux pieds. Est-ce que je peux acheter une paire de chaussures? Je dis mais non, on vend pas, madame. Elle me dit mais je m'en fous. J'ai mal aux pieds. Là, j'ai des talons, c'est impossible. Une paire de chaussures plutôt haut de gamme. Est-ce que vous êtes prêts Donc, je dis, écoutez, je vais vous donner une paire de chaussures. Et elle est partie. Et en fait, pendant pratiquement 2 heures, elle était à regarder ses chaussures. En fait, elle a fait la promo de la marque parce qu'elle était tellement bien dedans. Alors, elle était en tailleur. Moi, je lui avais donné une paire rose, un peu exprès pour que ce soit flashy. Et donc, en fait, de manière assez incroyable, enfin voilà, c'est des gens comme ça qui ont fait la promotion parce que, en fait, très souvent, quand vous mettez des chaussures, à la fin de la journée, votre pied a gonflé et donc vous avez mal aux pieds. C'est toi qui as créé les influenceurs, en fait. Oui, en fait, d'une certaine façon, on l'a fait comme ça. Et puis après, on a trouvé un certain nombre de. Et puis après, je me rappelle, on a commencé à ouvrir. Il y avait un magasin sur Aix avec qui on était en relation. Et je lui ai dit, écoutez, aujourd'hui, on va faire simple. Moi, je vais me mettre dans la rue, voilà, avec 1 ou 2 personnes, et on va faire tester les chaussures. Et vous avez un petit stock d'appoint, ça marche très bien, ça marche pas, je reprends le stock, c'est pas grave, on va faire ça comme ça. Et en fait, dans une journée, il a vendu 80 paires. Parce qu'on était dans la rue, en fait, moi j'étais là, je me rappelle, on était il y en a qui étaient en rose, moi j'étais en jaune, etc. Et en fait, les chaussures, en fait, les gens passaient, je leur lançais les chaussures. Donc mécaniquement, les gens les attrapaient parce que, voilà, vous leur lancez quelque chose. Et en fait, putain, mais c'est très léger, quoi, c'est super ça. Et ils voyaient le truc. Et en fait, après, on commençait à rentrer dans l'argumentaire, voilà ce qu'il y a. Et puis, les gamins trouvaient, ah ouais, c'est pas mal pour la plage. Ah bah tiens, je pourrais mettre ça pour la piscine. Et puis, il y en a un qui dit, tiens, mais j'ai mon cabinet, je pourrais plus l'utiliser. Enfin, en fait, chacun découvrait un univers où il pouvait utiliser ce produit-là. Et en fait, petit à petit, ça a commencé à grossir. Moi, j'avais pris une attachée de presse qui a commencé à communiquer là-dessus.
On a eu quand même 2-3 personnalités américaines, des gens comme Val Kilmer, des Al Pacino qui l'ont mis parce qu'aux États-Unis, la logique de look, elle n'est pas du tout celle européenne, c'est-à-dire qu'on met des produits, on s'en fout, si on est bien. Et en fait, d'un coup, voilà, il a fallu 6 mois pour que les gens commencent à comprendre. Et d'un coup, on a eu, je sais pas, 700 parutions presse dans l'année, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai eu... Ça a été un phénomène, en fait. Ouais, c'est-à-dire que petit à petit, les gens se sont dit, tiens, mais finalement, c'est pas si mal. Et puis moi, j'ai eu une double page dans le Parisien, voilà, avec une première le phénomène Crocs. J'ai eu 20 minutes sur M6, enfin, je veux dire 20 minutes sur M6, quoi. C'est-à-dire sur l'émission Capital, le phénomène de Crocs, comment ça se passe. Donc, ils sont venus filmer. Donc, des trucs quand même, bon, il n'y a pas beaucoup qui ont ça, quoi. Voilà. Donc, et là, d'un coup, là, les gens se disent, ah ouais, ça commence à... Et tous les magasins qu'on livrait, c'est-à-dire qu'on avait, suite à ce salon à Wooznext, on avait ouvert 40-50 magasins qui disent, tiens, c'est pas mal. Quand on leur expliquait, qu'on leur ouvrait un peu le potentiel de clients, ils disaient, ah tiens, finalement, ouais, c'est vrai. Moi, j'ai un hôpital à côté, ça va peut-être marcher, etc. On leur livrait. 10 jours après, ils nous rappelaient, attendez, je vous ai commandé, je crois qu'on faisait des packs de 36 ou 48 paires. Ils nous rappelaient, ils disaient, attendez, j'ai tout vendu là. Il me dit, j'ai jamais vu ça. Il me dit, en 10 jours, 48 paires, c'est pas possible. Vous m'en remettez 96. 15 jours après, monsieur, là. Donc, en fait, on a des magasins qui nous rappelaient 5, 6, 7 fois en l'espace de 3 mois. Et à la fin, ils avaient vendu 400-500 paires. Et là, 500 paires à 45 €, commençait à se dire, ça commence à être intéressant cette marque. Et après, le marché de la chaussure, c'est un petit marché. Donc, comme tout le monde a commencé à en parler. Et en septembre, on avait 10 appels par jour. 10 appels par jour. C'est-à-dire qu'on avait 10 magasins par jour qui nous demandaient de pouvoir avoir des produits. Pour une marque qui n'existait pas il y a encore très peu. Et entre septembre et mars de l'année, on a ouvert 1500 points de vente. 1500 points. Donc, on est passé de 2000 paires à 20 000 paires, à 200 000 paires pour passer à 800 000 paires. Voilà. Un truc que même des grandes marques comme Nike n'ont jamais fait. Voilà. Parce qu'on avait un positionnement, on a commencé après à être sur des petits trucs un peu spécifiques, pas de pub, mais que des événements. On avait sponsorisé David Guetta sur un show à Ibiza, on avait invité des clients, enfin voilà, des trucs un peu différents, mais qui a fait que les gens se sont rendus compte qu'il y avait peut-être quelque chose. Et en fait, on vendait, le produit que tout le monde connaît, mais on vendait plein d'autres produits à côté, des licences avec les petits produits pour les enfants. Et moi, j'ai une anecdote qui est incroyable. C'est un jour, je reçois une carte de postale d'un pharmacien. Donc les gens me disent pharmacien. Je dis, bah oui. Même les commerciaux ne comprenaient pas qu'on puisse aller vendre des chaussures en pharmacie. Ouais. Je dis, mais il y a une marque qui s'appelle Scholl, qui fait beaucoup de chiffres d'affaires avec une pharmacie. Pharmacie, c'est minimum, une bonne pharmacie, c'est entre 800 et 1000 clients par jour. Voilà. Un chausseur, s'il fait 50 clients jour, c'est énorme. Donc, j'ai expliqué aux commerciaux, je dis, entre un magasin qui fait 1000 personnes et l'autre qui fait 50, à votre avis, vous voyez le ratio? Je pense que même si les gens qui rentrent en pharmacie ne vont pas acheter une paire de chaussures, mais vous avez un trafic. Il y a l'exposition, en fait, du produit. L'exposition. Mmh. Et donc, en fait, j'ai un jour un pharmacien qui vient me voir et qui me dit, écoutez, moi, votre produit, ça m'intéresse. Donc, je voudrais équiper toutes mes vendeuses, les gens qui sont là. Voilà, j'ai une belle pharmacie à Montpellier. Et puis, je vais commencer tout doucement. Voilà, je vais en prendre 60. Mais bon, je sais ce qui va se passer. Elles vont pousser le produit. Il y a plein de vieilles personnes qui sont là. Je suis face à un hôpital. Donc, à mon avis, ça va. Donc, il a fait 3500 paires à l'année. Pharmacie, hein. C'est-à-dire que son métier, c'est pharmacien, quoi. C'est pas de vendre des chaussures, quoi. 3500 paires. Et un jour, il m'envoie une carte. Il me dit, écoutez, je suis parti en vacances un mois grâce à vous, quoi. Grâce à vous, je suis parti un mois parce J'aime que, bien. voilà. C'est-à-dire que, 3500 paires, faites fois 45. Oui. Avec la marge, machin. Voilà, il me dit, j'ai passé de belles vacances grâce à vous, quoi. Voilà. Mais parce que lui avait compris le truc, et en fait, pour lui, c'était de la marge additionnelle, parce que, la pharmacie, c'est pas un milieu où vous gagnez beaucoup d'argent en termes de marge. Là, il était sur des bons coefs, donc pour lui, c'était facile. Hop, ça venait, ça prenait les tailles, toc, toc. Simple, voilà. La seule problématique qu'il avait, c'était du stock, parce qu'effectivement, il fallait que du stock. Mais il recommandait régulièrement, comme le font les pharmaciens, c'est-à-dire qu'il recommandait toutes les semaines, etc. Bon, nous, on avait mis en place un système un peu particulier avec lui, mais voilà, il faisait ses paires, quoi. Donc, il avait compris son business et il avait compris l'intérêt de... Donc, voilà, c'est parfois, vous êtes sur des marques comme ça. Et aujourd'hui, Crocs, c'est une marque générique. C'est-à-dire que quand vous parlez d'un sabot couleur, vous dites pas... Et il y avait plein de concurrents, plein de copies, etc. Les gens, vous dites Crocs aujourd'hui, c'est comme Frigidaire. Voilà, tout le monde connaît, en fait, aujourd'hui, cette marque. Donc oui, c'était une vraie belle expérience. Et qu'est-ce qui fait que ça se termine au bout de 3 ans? C'est une volonté de ta part? Ah non, pas du tout. C'est juste que... la marque veut récupérer la marque pour en faire, même pas monter une filiale, mais en fait, ils ont
commencé à vouloir monter des magasins en propre. Parce qu'ils étaient dans, je pense pas, une bonne réflexion, une bonne logique. Donc ça, c'est le premier point. Donc ils ont voulu ouvrir des magasins. Et moi, je leur ai dit, attendez, c'est bien, mais nous, on a des clients. Donc un client qui fait 3000 paires, vous n'allez pas me mettre un magasin à 200 mètres de chez lui, quoi. Alors, donc il faut raisonner de manière, non, on fait ce qu'on veut. Je dis, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que là, vous remettez en cause notre business. C'est-à-dire que vous décidez de faire, et en plus, j'ai même pas une vision. Donc, je suis distributeur sur un pays, mais en fait, vous arrivez, vous décidez de faire comme vous voulez. Donc, c'est pas possible, quoi. Ça. Et puis, le deuxième point, c'est que, en fait, leur problématique, elle était essentiellement financière et pas de marque. Ça veut dire que les fondateurs, aujourd'hui, c'est dans une logique de dire, OK, on a un jackpot, il faut qu'on gagne de l'argent très, très vite. Donc, ils sont allés dans une logique très, très court terme. Il faut qu'on fasse du chiffre pour pouvoir derrière, on a nos actions, revendre nos actions et bon, ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont pris chacun 200 millions. Sauf que forcément, quand vous faites ça, ils auraient peut-être pu en prendre 400 ou 500 5 ans plus tard. Voilà. Donc ils l'ont fait sur du court terme. Donc forcément, ils avaient, à un moment donné, ils ont surproduit par rapport aux capacités des pays, sachant que nous, on était le plus petit pays en Europe, avec 800 000 paires. Vous aviez Israël qui faisait 6 millions de paires. La Hollande, il faisait 3 millions. Mais leur stratégie, elle était, on en met partout. Alors que nous, on était plutôt dans une approche, on les met dans les beaux points de vente, on valorise nos clients, on ne met pas partout. Parce que moi, au début, personne n'en voulait. Mais après, j'avais tous les jours des appels. Et moi, il y a des gens qui disent, non, on est déjà là. Il fallait vous positionner avant. Maintenant, c'est trop tard, quoi. Voilà. Alors qu'eux, ils étaient partout. Eux, ils en mettaient, un boulanger en voulait. Il n'y a pas de logique, cas de stratégie, de segmentation, quoi. Voilà. Et en fait, ils ont commencé à vendre de la grande distribution alimentaire, des Carrefour, des gens comme ça, parce qu'effectivement, vous vendez chez Carrefour, ah oui, vous faites d'un coup 400, 500, 1 million de paires très vite. Donc, quand vous avez du stock, au bout d'un moment, et que ça devient financièrement compliqué, donc c'est ce qui s'est passé. Et donc, forcément, ça a relativement tendu nos relations. J'imagine. Voilà, et donc, ce qui fait que le contrat s'est arrêté, parce qu'à un bout d'un moment, c'était pas possible. Et d'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, ils sont sur vente privée, ils sont un peu sur des magasins, enfin voilà. Donc, mais ils font pas plus que ce qu'on faisait en 2006-2007, quoi. Ok, bon, on va faire une accélération. Entre deux, tu deviens PDG de Racer, des gants pour sport, plein d'autres choses. Tu as aussi, et aujourd'hui c'est aussi une partie, tu as été aussi directeur d'un campus Amos, et aujourd'hui tu es dans une école ESG Sport. Dis-nous ce que tu fais aujourd'hui et quelle est ton activité, parce que c'est aussi ton podcast, donc si tu peux te faire un peu de pub, n'hésitons pas. Oui. Voilà. En fait, j'ai eu d'autres expériences, mais depuis un certain temps, l'expérience que j'ai vécue en tant que sportif m'a amené à me dire, quand on fait du sport en France, on n'est pas considéré, quoi. Alors même si la Coupe du Monde gagnée par la France, puis d'autres événements sportifs par les handballeurs, etc., a montré que on pouvait faire du sport de haut niveau et avoir une petite considération. On est encore très très loin de ça. Alors sur l'aspect sportif, vous en avez quelques-uns et tous les parents rêvent de se dire demain j'ai le prochain Kylian Mbappé pour gagner beaucoup d'argent, mais au-delà de ça, après vous en avez 95% qui aujourd'hui en fait font du sport de bon ou haut niveau, mais n'ont aucune considération et surtout n'ont aucune perspective professionnelle derrière. Ouais. C'est le cas de l'escrime, l'aviron, pour ceux que j'ai reçus sur le podcast. Oui. Et puis même le handball, le volley, nous on a des jeunes femmes qui sont ici, il y a un club de volley de première division. C'est-à-dire que vous finissez votre carrière, vous avez été une sportive dans les 3-4 meilleurs clubs français. Si vous ne retravaillez pas derrière, vous n'avez pas de rente à la vie. Voilà. Donc, c'est le sport de haut niveau. Là, il y a des gens qui ont fait de l'athlétisme et qui ont été au championnat du monde à Eugène, aux États-Unis. Ils savent très bien qu'à la fin de leur carrière, il va falloir... et ils sont dans le top 10 mondial. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nuls, quoi. Voilà. Donc Et en fait, par rapport à ça, l'expérience que j'ai pu avoir sur Amos à Paris et que je fais ici, c'est en fait de me dire, le sport, il y a plein d'opportunités très importantes. Et je ne comprends pas pourquoi on n'implique pas plus les sportifs dans tous ces métiers-là. Voilà. Et malheureusement, c'est clair que la structuration de l'éducation en France ne permet pas de faire du sport de haut niveau et en même temps des études. Voilà. Donc l'idée, effectivement, c'est d'arriver à, moi, par rapport à ma société, de pouvoir travailler sur cet aspect-là, c'est-à-dire d'aider des sportifs aujourd'hui qui sont encore dans leur carrière à penser à leur après-carrière et ce qu'on établit, c'est en fait une sorte de bilan de personnalité. On identifie aujourd'hui leur appétence sur certains métiers pour arriver après à leur proposer soit une formation sur du court terme, soit une formation, ce qu'on fait aujourd'hui ici à l'ESG Sport, sur une formation sur 3 ans ou 5 ans. Mais en tout cas, leur donner des outils pour leur permettre demain de pouvoir trouver un job qui correspond et en fait de ne pas être juste dans une situation, en fait, je finis ma carrière
Et en fait, c'est une petite mort, parce qu'on sait comment c'est toujours difficile de dire j'arrête ma passion, mais pas en fait de se dire après, finalement, je suis frustré, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été un sportif de haut niveau, puis en fait, maintenant, oui, la considération, elle est nulle, alors que j'ai des qualités. Simplement, j'ai pas de savoir-faire. Mais ça, savoir-faire, ça s'apprend. Aujourd'hui, il y a une vraie mode sur tout ce qui est life skills, les soft skills, tout ce qu'on apprend, tout ça. Et en fait, ce qui est important, c'est quoi quand on embauche quelqu'un? C'est pas qu'il sait faire quelque chose, c'est qu'il est capable de le faire et qu'il a les qualités pour y arriver. Le savoir-faire, c'est une chose, mais ça s'apprend. Après, on a la capacité à le faire ou pas. Mais ce qui est important, c'est l'attitude. C'est comment aujourd'hui il va se positionner par rapport à une équipe. C'est comment il est capable d'apprendre. Et on sait qu'un sportif, il est capable de se dire, OK, j'ai cet objectif, j'y vais. Et je vais tout mettre en place pour y arriver. Et parfois beaucoup plus que quelqu'un qui va être plus sensible à des situations externes qui le perturbent et qui l'empêchent d'arriver à ça parce qu'il n'est pas formaté comme ça. Quand on est sportif de haut niveau, on a plus d'échecs que de réussites. Beaucoup plus, c'est la vie, c'est comme ça. Donc on est habitué à rater. Moi, je connais des jeunes aujourd'hui, ils n'ont jamais rien raté de leur vie. Ils ont eu le permis du premier coup, ils ont eu le bac du premier coup, bon voilà, ils peuvent arriver jusqu'à bac plus 5, ils n'ont jamais rien raté. Et d'un jour, ils se rendent compte que parfois, trouver un job, c'est 6 mois, voilà. Ou même, ils trouvent un job tout de suite, ils ne ratent pas, quoi. Donc, quand est-ce qu'ils ont la notion d'échec? Et jamais, ou quasiment pas, sauf peut-être dans le monde professionnel, où là, quand ils prennent un échec, mais le problème, c'est quand vous l'avez l'échec à 12 ans, vous êtes formaté pour vous être préparé psychologiquement. Quand vous l'avez à 26, 27, 28 ans, et que d'un coup, vous avez un échec, c'est plus difficile. Vous pouvez psychologiquement moins bien réagir par rapport à ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on sous-évalue le potentiel des athlètes de haut niveau ou des gens qui font du sport par rapport à ça. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner ces gens-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je travaille aujourd'hui pas mal avec le SG Sport parce qu'on a permis justement aux sportifs sur la première et deuxième année de pouvoir faire du sport l'après-midi. C'est-à-dire qu'ils ont, en fait, c'est le système américain. Ils ont le cours le matin, ils font ce qu'ils veulent l'après-midi. Donc, soit ils font du sport, ils continuent leur activité, soit ils financent leurs études, ils travaillent. Voilà. Donc, expérience professionnelle, je leur dis, plus vous avez d'expérience, mieux c'est. Et à partir de la troisième année, ils sont en alternance. Donc, ils ont la possibilité, par rapport à leur club, aussi de pouvoir mettre en place des accords pour continuer leurs activités, alternance sur un B3, un Master 1, Master 2. Donc, on peut permettre encore à des sportifs de pouvoir avoir une formation, de leur permettre aujourd'hui de passer les examens de manière un peu décalée, etc. Donc, on accompagne un water poloiste qui s'appelle Guillaume Dino aujourd'hui, qui est en équipe de France et qui est au Pays d'Aix Natation. Sur cette partie-là, voilà, c'est-à-dire qu'il a des horaires un peu aménagés, il suit les cours a posteriori, mais pour justement l'aider. Il a 26 ans, il sait très bien que water polo, dans 1 ou 2 ans, ça va être compliqué, voilà, parce que c'est un sport difficile, physiquement, etc. Donc, mais il a compris, il est déjà dans cette démarche-là de reconversion, etc. Donc, pour moi, c'est dans l'ADN que j'ai, c'est-à-dire c'est dans la partie transmission, c'est le fait que j'aime ça aussi, parce que je voulais être prof de tennis, donc c'est pas très loin de ça, au final. Et puis, je trouve que c'est bien aussi de pouvoir accompagner des jeunes dans leurs projets professionnels et d'essayer d'une certaine façon de leur éviter un certain nombre d'erreurs et leur faire prendre conscience que s'ils veulent arriver à un certain niveau, il faut en face mettre les choses qui vont bien avec. C'est-à-dire que quand on est aux États-Unis, il y a un truc qui dit « we get what you get », quoi. C'est-à-dire que tu n'as que ce que tu fais pour avoir. Voilà. Donc, si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu l'auras pas. Il n'y a pas de secret. Voilà, il ne faut pas rêver, à part quelques exceptions, et encore, j'en connais pas. Mais je ne connais pas un sportif aujourd'hui qui ne travaille pas et qui réussisse. Enfin, voilà, ça peut marcher une fois. Voilà, c'est ça. Ça peut être très court terme. Voilà, mais dans la durée, ça ne marche pas. Donc, c'est un peu ça. C'est leur inculquer un certain nombre de valeurs qui disparaissent un petit peu, de travail, de rigueur, de sérieux, qui va faire qu'à un moment donné, quand ils vont arriver sur le marché du travail, ils vont être forcément mieux armés que si aujourd'hui ils ne le font pas. Donc ton angle de travail, c'est plutôt de travailler avec les sportifs et les sportifs de haut niveau pour les accompagner à valoriser, entre guillemets, leur savoir-être et puis leur transférer un savoir-faire. Ou tu travailles avec des entreprises pour leur dire tiens, le sport a un intérêt. Alors pour l'instant sur la partie entreprise, je l'ai pas beaucoup développé parce que les journées n'ont que 24 heures, donc même si je travaille entre 8 et 10 heures par jour, au d'un moment c'est un peu compliqué. Je comprends. Donc moi aussi j'accompagne des entreprises par rapport à ça. Là je m'occupe d'un meeting d'athlétisme de Miramas où je les accompagne sur la partie commerciale et marketing. Parce que ça m'intéresse aussi de promouvoir des sports comme l'athlétisme, qui est un superbe sport, mais en fait, au final, aujourd'hui, c'est un sport un peu pauvre, d'une certaine façon, par rapport à d'autres sports comme le tennis ou même le football ou le rugby. Donc oui, ça peut être des choses aujourd'hui. L'idée, c'est déjà de travailler avec des sportifs, de
de haut niveau ou pas, hein, d'ailleurs, parce que nous, on a beaucoup d'étudiants aujourd'hui ici qui ne sont pas des sportifs de haut niveau, mais qui sont des sportifs. Quand je dis sportifs, c'est-à-dire que ils font des compétitions le week-end, et en fait, notre critère de recrutement, il est là. Ça me paraît compliqué de travailler dans le sport si vous ne faites pas de sport. Et aujourd'hui, moi, j'ai vu beaucoup d'étudiants où, en fait, ils travaillent dans le sport parce que, bon, ils se disent, ouais, c'est sympa, quoi. Pourquoi pas. Oui, très bien. Mais quelqu'un qui est sportif de haut niveau, s'il travaille dans le sport et qu'en plus il a la compétence, moi si j'ai été pris chez Reebok, si j'avais été à 15, au lieu d'être à moins 15, ils ne m'auraient pas pris. Parce qu'il y en avait plein avant. Voilà. Mais il se trouve que j'avais un bon niveau et qu'en plus je parlais anglais et qu'en plus j'avais un bac plus 4, bac plus 5. Ok, donc c'est pour ça, une expérience à l'étranger, etc. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont pris. Ben là, c'est la même chose. Donc, si on accompagne des sportifs et qu'en plus, ils ont un cursus professionnel et en plus des expériences au sein de belles boîtes ou en tout cas qui valorisent leur parcours scolaire, la probabilité pour qu'ils ne soient pas pris, elle est faible. En revanche, des étudiants qui viennent, qui aiment le sport, c'est très bien. Mais s'ils n'ont pas de parcours sportif et pas de parcours professionnel en alternance ou même des expériences dans des stages intéressants, forcément c'est plus compliqué. Et comme par hasard, on se rend compte que même nos étudiants qui cherchent de l'alternance, on se rend compte que ceux qui ont un CV un peu vide, nous on en récupère de certaines structures comme STAPS par exemple, voilà, qui est très académique et très théorique. Ils arrivent en B1, en Master 1, en fait ils n'ont pas d'expérience. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de stage, parce que ce n'est pas obligatoire, pas d'expérience professionnelle. Et donc, ils ont 2 ans pour arriver à trouver un job demain. Et là, c'est plus difficile. Donc, nous, vraiment, on est axé sur essayer de leur faire comprendre que plus ils ont d'expérience, plus ils auront de chance aujourd'hui de trouver un job demain. Parce que les entreprises aujourd'hui, ce qu'elles veulent, c'est embaucher quelqu'un qui va être opérationnel le plus vite possible. Si ça met 6 mois, c'est bien, mais si ça met 10 jours, c'est mieux. Ok. Et donc, si je suis un sportif de haut niveau qui a besoin de travailler sa reconversion, hein, on prend les exemples, encore une fois, tu en as parlé, volley, water polo, c'est tous des sports où on est content quand il y a une médaille d'or au JO. Par contre, on ne se rend pas compte à quel point escrime, aviron, machin, tout ça, ils gagnent rien. Déjà, rien que pour faire leur carrière, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Si donc je suis un sportif dans ces domaines-là et que j'habite plutôt dans le coin, ces personnes-là peuvent venir vers toi, se rapprocher de toi. Oui, mais même partout en France, parce qu'on le fait aussi en distanciel, parce que ça, c'est possible. Donc, c'est tout à fait possible. Oui, elles peuvent se rapprocher de moi et à partir de là, on regarde aujourd'hui ce qu'elles ont envie de faire. Moi, j'ai pas une logique de dire il faut faire pour faire. C'est-à-dire que on est dans l'humain, quoi. C'est-à-dire que la personne, elle va nous dire aujourd'hui, voilà, mes difficultés, c'est ça. Nous, on a quelques tests qu'on fait passer où les gens vont répondre à des questions pour dire aujourd'hui vraiment ce qu'ils ont envie de faire. Et après, l'idée, c'est vraiment de trouver les bons leviers pour se dire demain, il va être heureux dans ce qu'il va faire. Voilà. Parce que c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, il va être motivé pour. C'est-à-dire qu'il faut lui trouver un nouvel objectif qui va faire que derrière, il va se dire, ok, là, je vais pouvoir être heureux dans ce que je fais. Je vais potentiellement, si je gagne de l'argent, pourquoi pas. Et je vais avoir une considération qui va faire que ma vie d'avant, c'est un vrai plus. Et pas juste, on va dire, une parenthèse dans ma vie. Ça m'a pris peut-être 15 ans ou 20 ans. Non, c'est un levier, un vrai tremplin pour me permettre d'accéder à d'autres jobs qui sont différents, mais qui sont au moins tout aussi intéressants et tout aussi passionnants. Enfin, moi, j'ai pas de regret sur le fait de moins jouer au tennis. Bien sûr, quand je suis sur le terrain, je me dis, putain, je pouvais jouer encore plus. Non, mais voilà, bien sûr. Mais aujourd'hui, je m'éclate dans ce que je fais. Voilà, et quand j'ai senti que je m'éclatais pas, je suis pas resté parce que je me suis dit, mon plaisir et mon bien-être est plus important que n'importe quel job. Parce que quand vous n'êtes pas bien dans un job, au bout d'un moment, psychologiquement, c'est compliqué, humainement, c'est compliqué, et donc vous n'êtes pas bon. Et quand vous n'êtes pas bon, ça se ressent d'une certaine façon. Donc, je pense que, voilà, l'objectif, et moi, malheureusement, la perception que j'ai de beaucoup de sportifs, c'est qu'ils font des choses par défaut et pas par envie et par passion. Et le sport, il faut que ça se fasse par passion, sinon on ne peut pas être bon, c'est impossible. En tout cas, ma vision, c'est que c'est pas. Et donc, il y a plein de jobs. Il n'y en aurait pas, on dirait, bon, ok, parce que là, il y a plein de sportifs, c'est soit ils font de l'immobilier, soit ils ouvrent un restaurant, soit ils vont se dire, bon, je vais faire prof, soit je suis commentateur sportif. Mais le commentateur, à un moment donné, il n'y en a pas 50. Il n'y en a pas 150, donc ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire un job qui est top. Il y a plein de métiers dans le sport aujourd'hui qui sont extraordinaires, mais qui ne connaissent pas parce que simplement, ils ont pas, on ne leur a pas donné les éléments pour y arriver. Le numérique aujourd'hui, mais
c'est gigantesque le nombre de métiers qu'on peut avoir et qu'on peut faire et où ils peuvent s'éclater. Voilà, ils peuvent se dire putain, mais c'est super ce que je vais faire. Voilà. Donc il y en a certains qui arrivent, qui font des conférences, des choses intéressantes, mais c'est 1%. Ouais. Et c'est pour ça que venir vers toi, donc c'est le sportif de haut niveau qui veut se reconvertir. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un événement sportif qui veut rendre un peu, on va dire, bankable, ou en tout cas faire rentrer un peu d'argent. Et faut toujours le dire avec des pincettes, c'est que les gens ont l'impression, quand c'est à la télé, autres, des meetings d'athlétisme, mais il n'y a pas beaucoup d'argent dans ces sports-là, hormis, encore une fois, on l'a dit, le foot, le rugby, le tennis et le basket un petit peu, et encore ça dépend des niveaux. On est vite dans des sports où il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc si ces gens qui organisent des meetings veulent le rendre un petit peu rentable, ils peuvent te contacter aussi. Voilà. Et est-ce que tu fais aussi des conférences toi-même sur... Alors aujourd'hui non. Pas pour l'instant, mais après, oui, moi je suis jamais fermé parce que de toute façon, le partage d'expérience pour moi, il est toujours positif dans tous les cas. Si aujourd'hui il y a des personnes qui peuvent se dire aujourd'hui j'ai des choses à apprendre de ce que j'ai pu faire, pourquoi pas, voilà, je le revendique pas plus que ça, c'est-à-dire que je vais pas dire que je suis conférencier, voilà, c'est la même chose que expert sport business, c'est pareil, mais il y a de quoi raconter. Mais voilà, je sais pas, ça fait peut-être 1 heure qu'on parle ou un peu plus même. On pourrait parler 3 heures, quoi, voilà, parce que j'ai tellement d'anecdotes, tellement de choses que j'ai pu vivre, etc. Et en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse au final, c'est pouvoir apporter à des personnes effectivement une vraie connaissance. Malheureusement, la semaine dernière, je lisais un post d'une personne qui me disait ouais, j'ai fermé ma boîte, etc. Et pourtant, je l'avais contacté 2-3 fois, pas du tout dans le sport, mais dans un autre univers qui est le Made in France, qui est aussi un univers sur lequel j'ai travaillé. Mais malheureusement, c'est sans surprise, c'est-à-dire que très souvent, vous avez des personnes qui sont jeunes, qui pensent qu'elles peuvent faire, qui sont plus ou moins bien accompagnées, parce que c'est toujours pareil, hein, des gens qui vous disent qu'ils sont capables de faire, il y en a beaucoup, mais après, dans la réalité, c'est tout à fait différent. Et au final, au bout de 2 ans, elle a fermé sa boîte, quoi, voilà. Et alors, on essaie toujours de dire ouais, c'est super, etc. Sauf que si elle avait pu continuer, elle aurait continué. Donc, et je trouve que c'est toujours dommage parce que si on accompagne bien les gens, je vois pas pourquoi ils ferment. Quand il y a un bon concept, il n'y a pas de raison. Ou alors, ça veut dire que le concept n'est pas bon depuis le début. Et donc, c'est juste histoire de... Donc, moi, je suis plus dans cette logique-là d'essayer aujourd'hui de mettre en place. Je ne suis pas un magicien, loin de là. Je dis toujours les choses et de manière à ce que les gens comprennent bien que parfois, il ne faut pas rêver, quoi. Pour certaines startups qui vous disent que ça a fonctionné, quand on regarde un peu les chiffres, il y a certaines structures où vous vous dites ouais, c'est super, puis en fait, quand vous creusez, ils ne gagnent toujours pas d'argent, quoi. Donc, ce qui est important, c'est quand même de rendre rentable ce sur quoi on travaille et de se dire ok, je peux le faire, mais derrière, je suis sûr que ça fonctionne et que ça peut fonctionner dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Si ce n'est pas le cas, au bout d'un moment, il faut plutôt se dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon dans ce qu'on a mis en place. Et donc, pour conclure, pour moi, c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment été heureux que tu répondes favorablement à mon invitation, parce que tu fais vraiment la passerelle que je trouve manquante en France, qui est de dire, en fait, le sport mène à beaucoup de choses, contrairement à ce qu'on imagine. Ce que tu as dit au début en disant... Aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas, mais c'est vrai que dans les années 80, c'était si t'es sportif, t'es bête. Voilà, malheureusement, c'était un peu le cliché. C'est un peu moins vrai maintenant, mais encore qu'on a encore des a priori. Et je pense que une volonté du podcast, c'est de dire il n'y a pas assez d'argent dans certains sports. Et donc, quand il y a un jeune qui vient vous voir qui dit je voudrais aller chercher la médaille d'or à Paris, par exemple, ou à d'autres JO, peut-être que si vous voulez investir de l'argent, vous pouvez l'investir là. Et donc, ce que tu viens d'expliquer, tout ce que tu viens de dire va dans ce sens-là. Et puis, l'autre chose, c'est se dire aussi qu'il faut changer la mentalité des recruteurs. Et moi, j'étais un recruteur aussi pendant longtemps. J'ai mis un temps à comprendre ce que le sportif allait amener. Et je vais prendre un exemple sur l'épisode 40 avec Kevin Nanor, qui était un sportif de haut niveau en judo. Il a très vite expliqué que comme il a vu qu'il n'allait pas pouvoir en faire sa carrière, quand il arrive en entreprise, il a gardé ses réflexes de judoka en disant objectif, objectif. Et tu viens dans tout ton parcours de le montrer où à chaque fois, quand par exemple au Stade Rennais, tu étais arrivé au taquet, tu dis
j'ai besoin d'aller chercher un autre challenge. Et en fait, on sent le sportif de haut niveau en toi. Donc, tout ça montre, pour ceux qui veulent écouter ce podcast, que il y a des vraies synergies à utiliser du sport en entreprise et pas seulement pour aller faire un team building où on va descendre un rafting, quoi. C'est pas que ça. Oui, moi je pense que les compétences, voilà, c'est ce que je dis, ça s'acquiert, quoi. Voilà. Ce qui est important, c'est de voir les capacités que peut avoir une personne. Et après, se dire, est-ce qu'on a envie de le faire ou pas? Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, vous avez des recruteurs qui regardent juste un CV et puis vous disent oui ou non, répondent à un cahier des charges qui est parfois tellement réducteur que vous dites comment est-ce qu'ils peuvent faire pour trouver quelqu'un. Voilà. Et pour moi, ils ne sont pas open mind, c'est-à-dire qu'à aucun moment, ils voient le potentiel. Ce qui est intéressant quand on prend quelqu'un, ce n'est pas forcément de se dire qu'il va être efficace tout de suite. C'est se dire quel potentiel il a et qu'est-ce qu'il peut faire et comment on peut l'accompagner. C'est ça qui est intéressant. Si c'est juste prendre quelqu'un, oui, vous allez prendre, mais vous avez 8 chances sur 10 que cette personne-là, peut-être dans 2 ans, elle s'en aille parce qu'au final, elle est là, elle a été prise par rapport à un job, elle a fait son job. Oui, si vous ne l'accompagnez pas, elle partira. Donc, je ne dis pas qu'il faut prendre que des sportifs parce que c'est toujours pareil, mais en fonction des métiers qu'on peut avoir, un sportif, ça peut être un très bon commercial, comme ça peut être quelqu'un qui va aujourd'hui gérer plein de choses. Enfin, je veux dire, moi, j'ai fait du sport, j'ai pas eu l'impression, j'ai jamais eu de complexe par rapport à des gens qui ont fait HEC, ESSEC, SCP. Jamais aucun. Voilà, simplement, j'ai un parcours différent. Mais aujourd'hui, je peux pas dire aujourd'hui ils sont meilleurs ou ils sont moins bons. Ils ont un autre parcours. Chacun choisit son truc. J'ai des qualités, ils en ont, mais dans l'approche et la capacité à pouvoir gérer des choses, je ne pense pas être moins bon que ce qu'ils ont pu faire. Voilà, parce que le sport m'a amené des situations à faire qu'ils n'ont forcément pas vécu. Parce que j'expliquais tout à l'heure sur le fait de réussir ou de ne pas réussir, etc., cette remise en question, etc. Donc, je pense que c'est dommage qu'on n'aide pas plus. Aujourd'hui, il y a les JO demain qui sont là, en 2024. Je voyais les résultats à Eugène en athlétisme aujourd'hui. Vous avez une médaille d'or qui est Kevin Meyer, qui est extraordinaire. Voilà. Et les autres aujourd'hui, vous n'avez pas de médaille, quoi. Donc en fait, quand on a une médaille, c'est un miracle. Voilà. Mais quand vous voyez tous les athlètes qui sont là aujourd'hui, 80%, ils sont pas à plus de 2500 € par mois, quoi. C'est compliqué de préparer une carrière, de travailler, je veux dire, de s'entraîner tous les jours. Quand vous êtes au niveau mondial, c'est pas un entraînement par semaine, hein, c'est tous les jours. En vous disant, ouais, mais derrière, il faut que je bosse, il faut que j'aille bosser chez un distributeur, ou il faut que j'aille faire mes 30-35 heures parce que sinon, j'ai pas de salaire. Il faut que je mange de manière qualitative, donc ça coûte cher aussi. Il faut que je sois préparé. Il faut que je paye mon entraîneur, enfin, il faut que je paye mes déplacements. Enfin, je veux dire, il y a toute cette logique-là. Donc aujourd'hui, malheureusement, il y a très peu de sportifs qui sont vraiment accompagnés et qu'on met dans les meilleures conditions. Alors oui, vous en avez 5-6 en athlétisme, mais je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'aide pas assez et qu'il y a... alors, c'est pas une mauvaise répartition parce que le football aujourd'hui génère des recettes, donc c'est logique qu'il y ait de l'argent dans le football. C'est une question d'audience, mais malheureusement, c'est clair qu'il n'y a pas assez d'argent dans l'univers du sport et c'est pas quelque chose qui est intégré parce que moi, je vois aujourd'hui... j'ai plein de parents qui viennent et dont les enfants veulent faire le sport et qui sont inquiets. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il va faire? Prof de sport? C'est-à-dire qu'ils ont une méconnaissance complète et qui se disent, mais qu'est-ce qu'il y a à faire dans le sport en fait? On ne sait pas quoi. Ouais, en fait, vous avez vendeur chez Decathlon. Oui, mais pas que, quoi. Je veux dire, oui, moi j'ai un parcours, j'ai pas fait que ça, quoi. Voilà. Donc, et il y en a plein des exemples comme ça. C'est pas juste, voilà. Aujourd'hui, on a plein de possibilités. Donc, c'est cette méconnaissance-là. Alors peut-être que c'est des paliers. Hein. Peut-être que la prochaine génération, petit à petit, il y a les JO qui vont arriver, donc qui vont aider aussi à donner un peu plus. Mais les États-Unis, ça fait 50 ans qu'ils font ça, quoi. Voilà, donc ça veut dire que vous avez déjà perdu 50 ans, quoi, ou 60 ans, quoi. C'est-à-dire que c'est dans leur culture. Il y a des pays qui ont commencé à passer le palier avec la Grande-Bretagne, par exemple. On le voit, hein, quand aujourd'hui on regarde des compétitions, on se dit, mon Dieu, il n'y avait pas la Grande-Bretagne avant dans les meilleurs classés, qu'ils en ont tiré les bénéfices. Donc c'est un changement radical dans l'éducation moi j'ai du mal à me dire, c'est même presque préventif, c'est-à-dire que si vous faites du sport tous les jours, même quelqu'un qui n'aime pas le sport, mais si vous, petit à petit, très jeune, il fait du sport, dans tous les cas, il sera bien dans son corps, parce qu'il aura appris des choses, il aura appris des automatismes, et au final, qu'est-ce qu'on perd? Une année? Mais au final, que vous ayez votre bac à 17 ans, 18 ans ou 19 ans, qu'est-ce que ça change? Rien du tout, voilà, si vous êtes en bonne santé,
je suis sûr que les dépenses de la sécurité sociale seraient bien moins importantes, même psychologiquement, d'être capable de réagir à certaines situations, un bien-être qui fait que quand vous faites du sport, quel qu'il soit, alors il y a des gens qui peut-être n'aiment pas le sport, mais juste de se dire de courir régulièrement. Enfin, l'année dernière, je continuais à donner des cours de tennis, je voyais des gamins, ils n'étaient pas capables de faire à 8 ans, 9 ans, 3 tours de terrain de tennis, c'est-à-dire qu'ils étaient essoufflés. Et là, vous vous dites, ils ont 8 ans, ils ne peuvent pas faire 300 mètres sans s'arrêter. Là, vous dites, oula, mais qu'est-ce que ça va être dans 10 ans, quoi? Parce que et la digitalisation d'un certain nombre de supports qui arrivent fait que vous dites, voilà, mais la jeunesse dans 10 ans ou 15 ans, qu'est-ce que ça va être, quoi? Donc, et ça, je trouve que c'est au-delà du sport, c'est une vraie mission sociale qui doit permettre aujourd'hui de se dire, ben oui, normalement, on devrait avoir cours que le matin et l'après-midi, il devrait y avoir 1h30, 2 heures de sport, que ce soit de la gym, que ce soit de la découverte d'autres sports. Et je suis sûr que derrière, il y aurait des résultats, les étudiants seraient meilleurs, ils seraient en meilleure santé, et il y aurait une approche aujourd'hui de règles, de structures, qui serait bien meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui. À mon avis, en tout cas. Voilà, à mon avis. Et je pense qu'il y aurait un bien-être aussi. Des gens qui auraient une relation par rapport à la nourriture, par rapport à l'hygiène, par rapport à tout ce qui se passe, qui serait bien meilleur que ce qu'elle est malheureusement aujourd'hui, quoi. Voilà. Je pense qu'effectivement, on pourrait en parler pendant des heures. Mais vraiment, Jean-Jacques, merci de m'avoir reçu. Je pense que c'est que le début de plein d'échanges. Écoute, nickel. Merci beaucoup. À bientôt. Au plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcasts, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.